cette veille de Noël, alors que le reste de la maison était encore occupé par le ménage de dernière minute, les courses et la préparation du festin des fêtes, je me suis retrouvée assise, affaiblie, sur le sol de la cuisine de ma belle-mère. Mon corps était comme en feu. Mes lèvres étaient pâles et bleuâtres, et mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais plus tenir un couteau pour hacher des oignons. J'avais une fièvre de 40,5 degrés Celsius. Mais ce dont je me souviens le plus, ce n'est pas de la douleur, mais des paroles glaciales de ma belle-mère, de tous les moments pour tomber malade, tu as choisi le moment idéal pour t'effondrer, la veille de Noël entre toutes les nuits. Je m'appelle Elisa. À l'époque, j'avais 36 ans, je travaillais comme administrative et comptable pour un distributeur d'appareils électroménagers. J'étais marié à Caleb depuis 8 ans. C'était un technicien en CVC, un homme calme qui ne parlait pas beaucoup. Il n'était pas insensible, mais il avait une faiblesse majeure, il était trop intimidé par sa mère. Après notre mariage, nous avons vécu avec ma belle-mère, Eleanor, et mon beau-frère, Owen, dans une maison de 3 étages située dans un vieux quartier de banlieue. Notre famille n'était pas pauvre, et nous ne luttions pas au point de devoir compter chaque centime pour la nourriture. Pourtant, pour une raison obscure, chaque année, à l'approche de Noël, je me sentais moins comme une belle-fille et plus comme une servante non payée dans ma propre maison. À partir d'une semaine avant Noël, j'avais à peine le temps de m'asseoir. J'allais au supermarché le matin et je rentrais l'après-midi pour commencer à nettoyer la maison, qu'il s'agisse de frotter le salon, de polir les figurines en cristal, de laver les rideaux, de nettoyer chaque vitre, de changer les draps de lit ou de laver toute la vaisselle ancienne pour le repas de fête. La nuit, je devais encore rédiger les listes de courses, commander le jambon, emballer les cadeaux, acheter des fleurs, choisir les biscuits de Noël et préparer les plats pour le dîner du réveillon ainsi que pour recevoir les invités les jours suivants. Ma belle-mère se contentait de se promener avec un chiffon à poussière à la main, mais en réalité, c'était uniquement pour donner des ordres. Elle disait toujours que la maison devait être impeccable pour Noël, car c'était ainsi que nos voisins et nos invités savaient que nous étions une famille respectable. Cela semblait être pour l'image de la famille, mais j'étais la seule à rendre la maison impeccable. Eleanor était obsédée par les apparences. Lorsque les invités arrivaient, elle adorait faire l'éloge de sa belle-fille si capable, de sa cuisine bien rangée et de sa table copieuse. Mais derrière tous ces éloges se cachaient des nuits entières que je passais courbé dans la cuisine, mes mains gercées par le liquide vaisselle, mes épaules douloureuses à force de porter des charges lourdes. Mon beau-frère Owen avait plus de 30 ans, mais n'avait pas d'emploi stable. Il passait ses journées affalé sur le canapé, à faire défiler des choses sur son téléphone ou à jouer à des jeux vidéo, levant parfois la tête uniquement pour critiquer « Elisa, qu'est-ce qui te prend autant de temps ? Ça ne prend pas toute la journée d'arranger quelques biscuits. » Une fois, Caleb m'a vu porter une lourde bassine de rideaux lavés depuis l'arrière-cour. Il s'est précipité pour m'aider, mais ma belle-mère a immédiatement froncé les sourcils, « Les hommes ne devraient pas se mêler du travail des femmes. Laisse ta femme le faire. Pourquoi l'as-tu épousée ? » Elle a dit cela si naturellement, comme si c'était la chose la plus normale au monde. J'ai ressenti un serrement dans la poitrine en l'entendant, mais je suis restée silencieuse. Je me suis calmée en me disant, c'est bientôt Noël. Tout le monde est sur les nerfs. Je vais juste céder pendant quelques jours pour préserver la paix. Parfois, la plus grande souffrance d'une femme mariée ne vient pas du fait de travailler trop dur, mais de savoir qu'elle est rabaissée, tout en devant continuer à sourire pour éviter d'être qualifiée d'irrespectueuse. Le matin de la veille de Noël, j'étais debout avant l'aube. Le ciel était encore sombre. J'étais déjà dans la cuisine à préparer la dinde, à préparer la farce, à couper les légumes et à faire mijoter le bouillon pour le repas du soir. La nuit précédente, je n'avais dormi qu'un peu plus de 3 heures parce que j'étais resté éveillé tard pour emballer les cadeaux pour la famille de Caleb. Alors que je nettoyais la dinde, ma vision s'est soudainement assombrie. Ma gorge était desséchée, mes oreilles bourdonnaient et la main avec laquelle je tenais le couteau s'est mise à trembler violemment. J'ai dû poser une main sur le comptoir de la cuisine pour ne pas tomber. J'ai attrapé un thermomètre dans un tiroir. Le chiffre qui est apparu m'a choqué, 40,5 degrés Celsius. Mon corps brûlait, mais mon dos était glacé jusqu'aux os. Je savais que je n'allais pas bien, mais en voyant la montagne de travail encore inachevée et en entendant la voix de ma belle-mère depuis le salon, « Elisa, essuie encore le salon. Ce n'est pas encore propre, j'ai seulement osé avaler 2 réducteurs de fièvre et continuer à travailler. » La seule pensée dans mon esprit était, « Tiens bon encore un peu. Dès que ce plat sera prêt, tu pourras te reposer. »
Mais le corps humain n'est pas une machine. En fin de matinée, je ne pouvais plus me tenir debout. Ma poitrine était oppressée. Ma respiration était lourde, comme si une grosse pierre pesait sur elle. Mes lèvres étaient sèches et gercées. Ma tête me lançait comme si elle avait été frappée par un marteau, et mes jambes étaient faibles. J'ai essayé d'attraper un verre d'eau, mais j'ai fini par le faire tomber par terre. Le bruit du verre brisé a résonné dans la cuisine. Je me suis effondré sur le sol, m'appuyant contre un placard. Une sueur froide trempait mes vêtements. C'est alors que Caleb est rentré des courses. Dès qu'il est entré dans la cuisine et m'a vu assise par terre, le visage pâle, il a paniqué, lâchant ses sacs de courses et se précipitant à mes côtés. « Elisa, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es brûlante. » Il a posé sa main sur mon front. Son visage est devenu anxieux. J'ai essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. J'ai juste pointé du doigt le thermomètre sur la table. Il l'a ramassé et sa voix s'est étranglée, c'est 40,5 degrés Celsius. Nous devons aller à l'hôpital maintenant. Caleb était sur le point de me porter lorsque ma belle-mère est entrée depuis le salon. Elle a vu le verre brisé sur le sol, les sacs de courses que Caleb avait jetés, puis m'a regardé avec un regard qui montrait plus d'agacement que d'inquiétude. Elle a froncé les sourcils, d'une voix sèche, « C'est presque Noël, et tu décides de tomber malade. Tu as choisi le moment idéal, t'effondrer la veille de Noël. Il y a encore tant à faire, et maintenant tu ajoutes un aller-retour à l'hôpital. » J'ai levé la tête pour la regarder. Ma gorge était serrée. La fièvre brouillait ma vision, mais chaque mot qu'elle prononçait était d'une clarté cristalline. À ce moment-là, je ne savais pas que quelques minutes plus tard, ces paroles cruelles pousseraient Caleb à faire quelque chose qu'il n'avait jamais osé faire devant sa mère au cours des 8 années de notre mariage. Caleb n'a pas répondu tout de suite à sa mère. Il s'est simplement penché, a passé un bras autour de mon épaule et a soutenu mon dos de son autre hand, essayant de m'aider à me lever. Mon corps était sans force. Dès que je me suis levé du sol, ma tête a tourné et j'ai dû m'accrocher fermement à sa chemise. J'ai entendu ma belle-mère souffler de dédain derrière nous, quelle comédie. De qui essaies-tu d'obtenir de la sympathie? Si tu as de la fièvre, prends des médicaments. Repose-toi un peu. C'est Noël. Qui n'est pas fatigué? Caleb s'est retourné. Sa voix était calme mais ferme. Maman, regarde le visage d'Elisa. Son corps est comme un feu. Ses lèvres sont si pâles. Comment peux-tu dire qu'elle joue la comédie? Eleanor est restée stupéfaite un instant. Peut-être parce que Caleb ne lui avait jamais parlé sur ce ton depuis des années. Mais elle s'est immédiatement renfrognée, ajustant le foulard de soie autour de son cou. Sa voix est devenue plus aiguë. Est-ce que j'ai tort? Toute la maison est occupée à préparer Noël. Les invités vont bientôt arriver. Si elle reste couchée, qui va s'occuper de tout? Vas-tu vraiment laisser tout le travail ménager pour l'emmener à l'hôpital? Je voulais dire à Caleb, arrête. Ne te dispute pas, emmène-moi juste dans notre chambre. J'irai bien après un court repos. Mais ma gorge était sèche. Le seul son qui sortait était une série de soupirs hachés. Caleb n'a plus hésité. Il a attrapé une veste, l'a enroulée autour de mon corps et a dit à sa mère, les tâches ménagères peuvent attendre. Ma femme a 40,5 degrés Celsius de fièvre. Je dois l'emmener se faire examiner. Sur ce, il m'a aidé à franchir la porte. Le centre de soins d'urgence voisin était bondé ce jour-là. Dans les dernières heures précédant Noël, tout le monde semblait pressé. Certains toussaient, d'autres avaient de la fièvre, des enfants pleuraient, des adultes soupiraient. Je me suis appuyé sur l'épaule de Caleb, les yeux fermés, oscillant entre conscience et inconscience. Lorsque l'infirmière a pris ma température, elle a jeté un coup d'œil à la mesure et a immédiatement appelé un médecin. Le médecin a examiné mes poumons et ma gorge, a demandé quand la fièvre avait commencé et si je m'étais surmené. Caleb se tenait à mes côtés, son visage devenant pâle lorsqu'il m'a entendu admettre que j'avais de la fièvre depuis le matin, mais que je m'étais forcé à travailler dans la cuisine jusqu'à l'après-midi. Le médecin a dit d'un ton sérieux, une fièvre aussi élevée ne doit pas être prise à la légère. Il y a des signes de pneumonie et son corps est extrêmement épuisé. À la maison, elle doit être surveillée de près, prendre ses médicaments à temps et se reposer complètement. Si la fièvre ne baisse pas, si elle a des difficultés à respirer ou si son niveau de conscience diminue, elle doit être emmenée immédiatement aux urgences.
Il s'est tourné vers Caleb et a ajouté, « Laisser quelqu'un avec une fièvre de 40,5 degrés Celsius passer autant de temps avant de chercher un traitement est très dangereux. Elle aurait pu faire des convulsions. Les complications ne sont pas une plaisanterie. » Caleb a baissé les yeux, sa main serrant la mienne fermement. Je pouvais sentir que sa paume était mouillée de sueur. Sur le chemin du retour, Caleb ne parlait pas beaucoup, se contentant de me regarder de temps en temps et de me demander, « Toujours des difficultés à respirer ? Pas trop froid ? Tiens bon. Une fois à la maison, je te donnerai tes médicaments et tu pourras te reposer. » Sa voix était pleine d'affection et de regret. L'entendre m'a piqué le nez. Je ne savais pas si c'était la fièvre ou si c'était parce que, après tant d'années, c'était la première fois que je ressentais une sollicitude aussi sincère de la part de mon mari. Mais cette chaleur s'est évanouie dès que nous sommes arrivés à la maison, douchés par de l'eau froide. Eleanor se tenait au milieu du salon, les bras croisés, le visage maussade. Sur la table, le dîner de Noël était encore à moitié inachevé. À côté d'elle, Owen était assis tranquillement, regardant des vidéos sur son téléphone tout en grignotant des cacahuètes grillées. En nous voyant entrer, il a seulement jeté un coup d'œil distrait avant de faire remarquer, « Ah, vous êtes de retour. » Je pensais que ma belle-sœur serait admise à l'hôpital pour ne pas avoir à cuisiner. Je suis stupéfait. Tout mon corps tremblait. Caleb a jeté un regard noir à son frère. « Owen, tais-toi. » Owen a haussé les épaules avec un sourire cynique. « Je dis juste les choses comme elles sont. La maison est un désordre. Le dos de maman est douloureux. Je ne sais pas cuisiner. Le timing d'Elisa pour tomber malade est tout simplement parfait, n'est-ce pas? Ma belle-mère n'a pas grondé Owen. Au lieu de cela, elle a renchéri, a-t-il tort? Si la femme de la maison tombe malade pour la moindre petite chose, sur quoi peut-on compter sur elle? Caleb a commencé à m'aider à me diriger vers notre chambre, mais Eleanor a bloqué le passage de la porte. Elle m'a regardé de haut en bas, son regard froid comme si elle inspectait une marchandise endommagée. Laisse-moi te dire quelque chose. Cette maison n'a pas besoin d'une belle fille pleurnicharde qui cause des problèmes pour chaque petite chose. C'est un mauvais présage de tomber malade juste avant Noël. C'est une mauvaise augure avec une fièvre pareille. Rentre chez ta mère. N'apporte pas ta mauvaise augure ici pour toute l'année. Ces mots ont poignardé directement ma poitrine. J'avais passé des jours à préparer Noël pour cette famille. J'avais enduré les remarques sarcastiques, la paresse de mon beau-frère et même l'attitude déraisonnable de ma belle-mère, tout cela pour une célébration paisible. Mais quand j'étais malade au point de presque m'effondrer, à ses yeux, je n'étais pas un être humain ayant besoin de soins, mais une source de mauvaise fortune qui devait être chassée. J'ai essayé de dire, « Maman, je ne prétends pas être malade. » Le médecin a dit que j'avais besoin de repos, mais elle m'a coupé, « Quel médecin ne dit pas cela? N'utilise pas cela comme excuse pour être paresseuse. Si tu veux te reposer, va te reposer chez ta mère. Ma maison n'abrite pas de gens qui apportent la mauvaise augure à Noël. » L'atmosphère dans le salon est devenue incroyablement tendue. Je pensais que Caleb allait se murer dans le silence comme il le faisait habituellement. Mais cette fois-ci, il a doucement relâché mon bras, m'a assise sur une chaise et s'est tenu droit face à sa mère. Il a prononcé chaque mot clairement, « Très bien. Si tu dis qu'Elisa doit retourner chez ses parents, alors je pars avec elle. » Les yeux d'Eleanor se sont agrandis, « Que as-tu dit ?» Caleb a regardé sa mère, sa voix n'étant pas forte, mais d'un froid glacial, « Si cette maison considère ma femme comme une source de mauvaise fortune, alors je n'ai aucune raison de fêter Noël ici non plus. » Je l'ai fixé à travers ma fièvre, le cœur battant la chamade. Pendant ce temps, Eleanor est restée figée au milieu du salon, comme si elle n'avait jamais pu imaginer que son fils toujours obéissant oserait un jour défendre sa femme devant elle. Le moment où Caleb a fini de parler, tout le salon est tombé dans le silence. Le son d'une émission spéciale de chants de Noël à la télévision était encore audible, la voix joyeuse de l'animateur contrastant cruellement avec l'ambiance. Mais à l'intérieur de cette maison, l'atmosphère était si froide, comme si un vent empoisonné venait de passer. Je me suis appuyé sur la chaise, mon corps tremblant toujours, regardant mon mari avec incrédulité, me demandant si c'était bien le même Caleb. L'homme qui, pendant 8 ans, avait toujours choisi le silence chaque fois que sa mère haussait le ton, se tenait aujourd'hui debout devant elle et disait qu'il partirait avec moi. Eleanor est restée stupéfaite pendant quelques secondes. Puis, comme allumée par une flamme, elle s'est approchée et a pointé un doigt vers le visage de son fils. « Es-tu devenu fou,
Caleb? Tu quitterais ta propre mère la veille de Noël pour une femme? Je t'ai élevé pour que tu adores ta femme et que tu la laisses te retourner contre moi. Sa voix était stridente, remplie de rage et d'incrédulité. La façon dont elle m'a désigné comme « une femme » m'a fait mal au cœur, mais j'étais trop épuisé pour réagir. Caleb n'a pas discuté. Il a juste regardé sa mère pendant un long moment, son regard rempli de blessures et de froideur. Puis il s'est tourné vers moi, se baissant pour m'aider à me lever. « Va dans la chambre d'abord. Je vais emballer nos affaires, puis nous partons. » Faiblement, j'ai tenu sa hand. Ma voix était enrouée. « Chérie, ne laisse pas cela devenir une énorme dispute à Noël à cause de moi. Je vais me reposer un peu. Nous verrons cela demain. » J'ai dit cela non pas parce que mes sentiments n'étaient pas blessés, mais parce que des années passées en tant que belle-fille m'avaient conditionné à avoir peur. Peur d'être accusée de semer la discorde entre une mère et son fils. Peur de faire l'objet des commérages du quartier. Peur d'une énorme dispute familiale avant même que le jour de Noël ne soit arrivé. Caleb m'a regardé, les yeux rouges. Il a écarté quelques mèches de cheveux humides de sueur sur mon front. Sa voix s'est adoucie, j'ai été silencieux trop longtemps. Si je te laisse encore être humilié de la sorte aujourd'hui, je ne mérite pas d'être ton mari. Cette phrase a été comme une pierre jetée dans le lac gelé de mon cœur. Je ne pouvais pas pleurer parce que j'étais trop fatigué, mais mes yeux me piquaient. Il s'avérait qu'il n'était pas aveugle. Il s'avérait qu'il avait vu toute l'amertume que j'avais avalée toutes ces années. Il avait juste mis trop de temps à agir enfin. Il m'a aidé à rejoindre notre chambre, m'a assise sur le lit, puis a commencé à ouvrir le placard. Le bruit de la porte coulissante du placard, le cliquetis des cintres et l'ouverture des tiroirs étaient distincts au milieu des imprécations venant de l'extérieur de la pièce. Caleb a attrapé quelques ensembles de mes vêtements, une veste épaisse, une écharpe, les médicaments que le médecin venait de prescrire, mes dossiers médicaux et ma carte d'identité. Il a également pris le chargeur de mon téléphone, une boîte de secours de réducteur de fièvre et une bouteille d'huile mentholée que je gardais habituellement dans le tiroir. Tous ces mouvements étaient rapides, mais pas précipités. Plus je regardais, plus je comprenais que ce n'était pas un coup de tête de colère passager. Il avait vraiment pris sa décision. Dans le salon, Eleanor criait toujours, « Si tu sors de cette maison, ne me blâme pas si je ne te considère plus comme mon fils. Partir à Noël pour suivre ta femme. Comment suis-je censé montrer mon visage dans le quartier après ça ?» Owen est intervenu, d'une voix paresseuse mais pleine de provocation, « Réfléchis bien, Caleb. Si tu pars, ne t'attends pas à revenir mendier de la nourriture. Cette maison ne manque pas de monde. » Caleb a tout entendu, mais n'a pas répondu immédiatement. Il a fermé la valise, m'a aidé à me lever et c'est seulement alors qu'il est sorti. Eleanor bloquait la porte principale, les bras écartés comme pour nous barrer le passage. Son visage était rouge de colère. « Cette maison n'est pas un marché. Vous ne pouvez pas entrer et sortir comme bon vous semble. Où sont les clés de la voiture? Les clés de la maison? Où emportez-vous les affaires de cette maison ?» Caleb a posé la valise, a sorti la clé de la maison de sa poche et l'a posée sur la table. Le son du métal frappant le verre était sec. Il a dit, « Je ne prends que nos effets personnels et j'emmène ma femme se faire soigner. Je laisse la clé de la maison ici. » Eleanor a grincé des dents, « Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait jeté un sort. J'ai juste dit quelques mots et tu réagis comme si elle avait été torturée. » À ce moment-là, Caleb a regardé sa mère. Sa voix était calme, mais chaque mot était très clair, « Maman, n'appelle pas la cruauté une tradition familiale. Elle a une fièvre de 40,5 degrés Celsius. Le médecin a dit que c'était dangereux, mais tout ce qui t'importe, c'est le dîner de Noël et ce que les gens vont dire. Je préfère partir avec rien plutôt que de laisser ma femme être traitée comme une source de mauvaise fortune dans cette maison. » Owen a ri cyniquement, jetant des cosses de cacahuètes dans un cendrier, « Tu parles bien, Caleb. Ta femme est précieuse comme de l'or, alors que ta mère et moi ne sommes rien. Quand tu n'auras plus d'argent et plus d'endroit où vivre, ne viens pas ramper ici pour te plaindre. » Caleb s'est tourné pour regarder son frère. Le regard qu'il a jeté à ce moment-là a réduit Owen au silence. Caleb a dit calmement, « Je ne demanderai de nourriture à personne. J'ai juste peur qu'un jour ce soit toi qui supplie pour que tes dettes soient effacées. » Dès que cette phrase a été prononcée, le visage d'Owen a changé instantanément. Il a baissé les yeux vers son téléphone, faisant semblant de ne pas entendre, mais j'ai clairement vu sa main trembler légèrement.
Alors que Caleb m'aidait à monter dans la voiture, l'air de la fin de journée de la veille de Noël me semblait froid sur le visage. Dans la petite ruelle, certaines maisons avaient déjà allumé des lumières scintillantes. La faible odeur de la dinde rôtie flottait dans l'air. Les gens se préparaient à accueillir Noël. Pendant ce temps, nous quittions la maison de mes beaux-parents avec une seule valise et mon corps brûlant de fièvre. Éléanore se tenait toujours au portail, criant « Partez ! Partez simplement pour que je n'ai plus à vous voir. Ne vous attendez pas à revenir le jour de Noël ou le lendemain en demandant pardon. » Je me suis appuyé sur le siège passager, la tête tournante, les yeux mi-clos. Caleb a attaché ma ceinture de sécurité, a serré ma veste plus fort autour de mon cou, puis a démarré le moteur. Dès que la voiture a démarré, il a immédiatement appelé ma mère. Sa voix était calme, « Caleb ramène Elisa à la maison. Elisa a une très forte fièvre. Le médecin a dit qu'elle devait être surveillée de près. S'il vous plaît, préparez quelques affaires. Si sa fièvre ne baisse pas, je l'emmène directement à l'hôpital. » À l'autre bout du fil, j'ai faiblement entendu la voix paniquée de ma mère, mais je n'étais pas assez forte pour l'entendre clairement. À travers le rétroviseur, j'ai vu la silhouette d'Éléanore qui se tenait toujours devant le portail. Sa silhouette devenait de plus en plus petite dans la brume du crépuscule. À ce moment-là, elle et Owen pensaient probablement que nous étions juste en colère et que nous serions de retour dans quelques jours. Personne ne savait que ce réveillon de Noël, lorsqu'elle m'avait jeté dehors avec les mots les plus blessants, elle avait également poussé Caleb hors de sa sphère de contrôle. Et personne ne soupçonnait que dans quelques jours à peine, la maison qu'elle défendait si farouchement avec sa fierté serait soufflée par un secret qui pourrissait depuis longtemps. Le moment où la voiture s'est arrêtée devant la maison de ma mère, je ne pouvais plus distinguer le bruit du moteur de la voiture de celui de mes propres battements de cœur. Mes yeux étaient lourds. Ma gorge était aussi sèche qu'un désert, et chaque inspiration était douloureuse dans ma poitrine. Quand Caleb a ouvert la portière de la voiture, je me suis immédiatement affalé vers lui. Il a paniqué et a crié « Elisa, reste avec moi. Nous sommes chez ta mère. » Mais je n'entendais sa voix que de plus en plus lointaine, comme si elle venait du fond d'une eau profonde. Ma mère, Carole, est sortie en courant de la maison dès qu'elle a entendu la voiture. Elle portait encore un tablier, ses mains couvertes de pâte à biscuits après avoir préparé la dernière fournée de biscuits de Noël. Au moment où elle m'a vu porté par Caleb, son visage est devenu d'une pâleur mortelle. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant ?» Elle a immédiatement touché mon front, puis a retiré sa main brusquement comme si elle avait touché un charbon ardent. Mon corps était brûlant, mais mes mains et mes pieds étaient froids, mes lèvres sèches et pâles. Caleb n'a rien caché. Tout en m'aidant à entrer, il a parlé rapidement d'une voix enrouée, « Maman, Elisa a une fièvre de 40,5 degrés Celsius. » Je l'ai emmenée aux urgences. Le médecin a dit qu'il y avait des signes de pneumonie et qu'elle devait être surveillée. Là-bas, chez eux, la mère de Caleb a jeté Elisa dehors. Elle a dit qu'elle apportait la mauvaise augure pour Noël. En entendant la dernière phrase, la voix de Caleb s'est brisée. Ma mère est restée silencieuse, ses yeux devenant immédiatement rouges. Je connaissais le caractère de ma mère. Elle était habituellement patiente et élevait rarement la voix. Mais quand il s'agissait de ses enfants, elle ne restait pas silencieuse. D'une voix tremblante, elle a demandé « Ma fille est si malade ?» Et ils ont eu le front de dire cela. Caleb a baissé les yeux, n'osant pas croiser le regard de sa belle-mère. « C'est ma faute, maman. J'ai laissé faire cela trop longtemps. » Ma mère a tordu le chiffon qu'elle tenait. Ses yeux regardaient Caleb avec un mélange de colère et de déception, mais elle ne l'a pas blâmé davantage. Elle s'est contentée de se précipiter dans la maison pour attraper ma veste, mon portefeuille et ma carte d'identité, puis a dit brièvement « Nous parlerons du bien et du mal plus tard. Emmène-la d'abord à l'hôpital. La vie de ma fille est plus importante que n'importe quelle dispute. » Cette phrase, même dans mon état semi-conscient, m'a piqué le nez. Toute la journée chez mes beaux-parents, j'avais été traité comme une source de mauvaise fortune à rejeter. Mais dès que je suis arrivé chez ma mère, la première chose à laquelle elle a pensé n'était ni la fierté ni la responsabilité de chacun, mais la vie de sa fille. Peut-être que dans ce monde, là où se trouve une mère, c'est là que se trouve le véritable foyer. À l'hôpital, j'ai été immédiatement réexaminé. Les lumières blanches du couloir clignotaient devant mes yeux. L'odeur d'antiseptique piquait mon nez. Le bruit des roues du brancard était froid et rythmé. Le médecin a pris ma température,
a vérifié mes poumons et a surveillé mes signes vitaux, puis a décidé de m'hospitaliser. Il a dit à Caleb et à ma mère, une fièvre de 40,5 degrés Celsius ne peut être prise à la légère. La patiente présente des signes d'infection respiratoire et d'épuisement aigu. Si elle avait continué à travailler ou si elle avait été soignée à la maison, le risque de convulsions et d'insuffisance respiratoire aurait été très élevé. Caleb se tenait silencieusement à côté du lit d'hôpital, les épaules voûtées. Une fois que l'infirmière a fini d'installer la perfusion et que ma mère est partie acheter de la soupe, il s'est enfin assis à côté de moi. Il a pris ma main si doucement, comme s'il avait peur de me faire du mal. Il a fixé l'aiguille de la perfusion au dos de ma main, les yeux rouges. « Elisa, pardonne-moi. Je pensais qu'en cédant à ma mère, la maison serait paisible. Je pensais que tant que je ne répliquais pas, tout irait bien. Il s'avère que c'est toi qui as le plus souffert. J'étais trop fatigué pour parler. Je pouvais seulement le regarder. » Caleb a baissé les yeux pendant un long moment avant de poursuivre d'une voix basse, « Il y a beaucoup de choses que je t'ai cachées. Non pas parce que je voulais te mentir, mais parce que j'étais un lâche. J'avais peur que si tu savais, tu serais déçu et notre foyer deviendrait encore plus compliqué. » En entendant cela, mon cœur s'est serré. J'avais le sentiment que ce qu'il s'apprêtait à dire ne concernait pas seulement une belle-mère sévère ou un beau-frère paresseux. Il m'a raconté que, ces dernières années, Eleanor lui avait souvent emprunté de l'argent. Au début, les motifs invoqués étaient de réparer le toit, de payer des factures médicales imprévues ou de couvrir des taxes foncières pour lesquelles elle affirmait manquer de fonds. Caleb avait pitié de sa mère, alors il lui donnait de l'argent, parfois quelques milliers de dollars, parfois des dizaines de milliers. Mais il a ensuite découvert que la majeure partie de cet argent n'était pas utilisée pour les besoins du ménage, mais était donnée à Owen. Le beau-frère que je croyais simplement paresseux et oisif était en réalité lourdement endetté. J'ai réussi à demander d'une voix enrouée, « Combien d'argent ?» Caleb a fermé les yeux. Quand j'ai découvert que c'était plus de 10 000 dollars, maman m'a demandé de garder le silence. Elle a dit de ne pas faire d'histoire avant Noël, qu'elle s'en occuperait. Mais quelques mois plus tard, la dette a augmenté. Une fois, des inconnus sont venus à la maison pour chercher Owen. Ils ont parlé durement devant le portail. Maman avait peur que les voisins la prennent, alors elle m'a tiré dans sa chambre et m'a forcé à transférer l'argent sur le champ. Je suis resté allongé en silence. Chaque mot de Caleb semblait peler une autre couche de la maison dans laquelle j'avais vécu pendant 8 ans. Il s'avérait que derrière l'image d'une famille respectable entretenue avec tant de fierté, il y avait un gouffre de dettes qui grandissait secrètement chaque jour. Caleb a poursuivi son histoire, me disant qu'Eleanor avait un jour pris de l'argent sur notre compte d'épargne joint sous prétexte de devoir rénover la salle familiale avant Noël. Je m'étais demandé pourquoi l'argent avait disparu si vite, mais quand j'avais posé la question, Caleb avait simplement dit que sa mère avait un besoin urgent. Maintenant, je comprenais. Cet argent avait également servi à couvrir les dettes d'Owen. « Je suis désolé de te l'avoir caché », a-t-il dit d'une voix enrouée. Je pensais pouvoir gérer cela tout seul, mais plus je le cachais, plus le problème devenait lourd. À l'approche de Noël cette année, Owen a emprunté une somme encore plus importante. Maman m'a forcé à fêter Noël à la maison par tous les moyens, non pas seulement parce qu'elle voulait réunir la famille. Elle avait peur que les collecteurs de dettes ne viennent, peur que les proches ne la prennent, et peur que je ne sois pas là pour la protéger. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre. Dehors, la rue était brillante de lumière. La veille de Noël était censée être un moment de rassemblement autour d'un repas de fête ou d'écoute de chants de Noël. Pendant ce temps, j'étais allongé là, une perfusion à la main, malade de la fièvre, et malade de réaliser que j'avais été impliqué sans le savoir dans une famille pleine de secrets. Les paroles de ma belle-mère, « N'apporte pas ta mauvaise augure ici », résonnaient dans mon esprit. Elle n'avait pas vraiment peur que j'apporte la mauvaise fortune. Peut-être avait-elle simplement peur que je reste là, faible mais consciente, et que je vois tout ce qu'elle essayait de cacher. Juste à ce moment-là, le téléphone de Caleb, qui était sur la table, a vibré continuellement. L'écran s'est allumé et s'est éteint à plusieurs reprises. Le nom de sa mère est apparu une douzaine de fois. Caleb a fixé l'écran, sa mâchoire se serrant. Je pensais qu'il allait répondre, mais il a simplement refusé l'appel en silence, a retourné son téléphone, puis m'a couverte d'une couverture. « Dors un peu », a-t-il dit doucement. « À partir de maintenant, je vais m'occuper des choses là-bas. Personne n'est autorisé à te déranger ce soir. » J'ai fermé les yeux,
écoutant le goutte-à-goutte régulier de la perfusion à côté de mon oreille. Mais dans mon cœur, je savais que le silence du téléphone n'était pas la fin, mais une brève pause avant l'arrivée de la véritable tempête. Le matin de Noël, je me suis réveillé au son persistant des feux d'artifice de la nuit précédente à l'extérieur de la fenêtre. Les premiers rayons de soleil de fête traversaient les fins rideaux, tombant sur le dos de ma main, qui était encore bandée à cause de la perfusion. Mon corps n'était plus aussi brûlant que la veille. Ma tête ne tournait plus, mais tout mon corps restait faible. La première chose que j'ai vue, c'est Caleb endormi au bord du lit, portant toujours la même veste. Il semblait être resté éveillé toute la nuit. Dès que j'ai bougé légèrement, il s'est réveillé immédiatement. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était douce, « Tu es réveillé. Toujours des difficultés à respirer ? J'ai acheté des flocons d'avoine. Laisse-moi t'aider à t'asseoir pour manger et prendre tes médicaments. » Il a ouvert un récipient de flocons d'avoine chaud. L'arôme de cannelle et de pomme a rempli la pièce qui sentait les médicaments. Je voulais manger seul, mais ma main était encore faible et tremblante. Caleb n'a rien dit, se contentant de souffler patiemment sur chaque cuillerée de flocons d'avoine avant de me nourrir. En 8 ans de vie commune en tant que belle-fille, j'avais nourri ma belle-mère lorsqu'elle avait mal aux dents, préparé de la soupe pour Owen après qu'il s'était enivré et pris soin de Caleb lorsqu'il rentrait du travail avec de la fièvre. Mais je ne pense pas que quiconque se soit jamais assis à mes côtés pour souffler patiemment sur ma nourriture de cette façon. Alors que les flocons d'avoine chaud descendaient dans ma gorge, mes yeux me piquaient. Non pas de tristesse, mais parce que c'était seulement là, allongé sur un lit d'hôpital le matin de Noël, que je comprenais ce que l'on ressentait lorsque sa santé était prioritaire par rapport à un repas somptueux, à la fierté et à ce que pensaient les autres. Ma mère est entrée peu après, portant un sac d'orange et un thermos d'eau tiède. Elle a vu Caleb me nourrir. Son regard s'est légèrement adouci, mais restait lourd. Elle s'est assise, sans gronder Caleb ni évoquer les paroles cruelles de sa famille. Elle a simplement dit doucement, « Mieux vaut tard que jamais, Caleb. Mais à partir de maintenant, si tu veux être un mari, tu dois être capable de protéger ta femme. N'attends pas qu'elle soit allongée ici comme ça pour éprouver des remords. » Caleb a posé la cuillère et a baissé les yeux pendant un long moment, « Je suis désolé, maman. À partir de maintenant, je serai responsable de mes choix. Je ne laisserai plus Elisa vivre ainsi. » J'ai regardé ma mère, puis mon mari. La petite chambre d'hôpital ne contenait que nous trois. Il n'y avait pas de nouveaux vêtements, pas de festin élaboré, pas de vœux de vacances bruyants. Curieusement, c'était le matin de Noël le plus chaleureux que j'ai ressenti depuis des années. Ma mère épluchait une orange, Caleb versait de l'eau et je restais assise à les regarder tous les deux prendre soin de moi. Ce Noël n'était pas parfait comme les gens disent qu'il devrait l'être. Mais il y avait un amour sincère, pas un amour qui devait être payé par la souffrance. Alors que l'atmosphère chez mes parents était calme, les choses chez mes beaux-parents commençaient à se défaire. J'en ai entendu parler plus tard par Caleb et quelques proches parents. Ce matin de Noël, Eleanor s'est réveillée plus tard que d'habitude, ayant été en colère toute la nuit et incapable de dormir. Lorsqu'elle est descendue à la cuisine, elle a vu que tout était en désordre. Les légumes n'avaient pas été préparés. Le pot de bouillon n'était qu'à moitié cuit. Le jambon n'était pas glacé et les biscuits de Noël étaient toujours dans leur boîte en plastique. Le travail que je terminais tranquillement chaque année, en commençant avant l'aube, apparaissait maintenant comme une montagne de chaos sous ses yeux. Les parents ont commencé à arriver pour échanger les vœux des fêtes. Eleanor, qui avait l'habitude d'exhiber sa maison bien rangée et sa nourriture abondante, n'a pu offrir ce jour-là qu'un simple plateau de fruits. Le salon était encore poussiéreux et la cuisine sentait l'huile usagée mêlée à de la nourriture froide. Quelqu'un a demandé, « Où est Elisa, Eleanor ?» C'est habituellement la plus efficace. Eleanor a souri de manière crispée, ajustant sa robe, « Elle est malade, alors je lui ai dit d'aller chez ses parents pour se reposer. Il faut être gentil avec sa belle-fille, vous savez. » Les mots sonnaient bien, mais ceux qui connaissaient son caractère comprenaient qu'elle essayait simplement de sauver les apparences. Malheureusement, Owen n'a pas pu tenir sa langue. Le jour de Noël, dans l'après-midi, après quelques verres de punch, Owen s'est adossé à sa chaise et a ri. Devant plusieurs parents, il a lâché, « Malade ?» Maman a jeté Elisa dehors, elle a dit qu'elle apportait la mauvaise augure pour Noël. Instantanément, l'atmosphère à la table à manger est devenue gênante. Une tante de la famille a posé sa fourchette, regardant Eleanor avec une expression étrange.
Certaines personnes ont fait semblant de tousser. D'autres ont échangé des regards. Personne n'a rien dit directement, mais les commérages avaient déjà commencé à se répandre comme de l'huile sur l'eau. Le visage d'Eleanor est devenu rouge. Elle a crié à Owen de se taire, mais les mots étaient déjà dits. La fierté qu'elle avait préservée pendant des années venait d'être mise en pièces par son propre fils préféré, le jour même de Noël. Vers le soir, alors que certains invités étaient encore là, deux hommes étranges sont soudainement apparus au portail. Ils étaient habillés en civil, pas bruyants, mais leur visage était froid. Ils sont entrés comme s'ils connaissaient déjà la maison. L'un d'eux a regardé autour de lui et a demandé « Est-ce qu'Owen est là ?» Eleanor est immédiatement devenue méfiante, essayant de sourire « Vous cherchez Owen ? En quoi puis-je vous aider ? C'est Noël aujourd'hui. Il est sorti rendre visite à des amis. » Le plus grand des hommes a sorti un papier plié de sa poche et l'a posé sur la table. Sa voix était plate, il a promis de payer à la fin du mois, mais il a disparu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous ne sommes pas là pour Noël. Nous sommes là pour recouvrer une dette. L'atmosphère animée du salon s'est soudainement refroidie. Eleanor a rapidement essayé d'attraper le papier pour le cacher, mais l'autre homme a dit d'une voix assez forte pour que les parents l'entendent, l'accord de prêt avec la signature d'Owen est juste là. Et cette phrase, s'il vous plaît lisez-la attentivement, madame. Les mains tremblantes, Eleanor a ouvert le papier, ses yeux fixés sur une note en bas de page. Son visage, qui avait été rouge de honte et de colère, est devenu d'une pâleur mortelle. Il y était clairement écrit que si le paiement était en souffrance, la garantie à saisir était la maison dans laquelle elle vivait actuellement, selon un accord verbal et la confirmation de l'emprunteur. Elle est restée figée. Pendant tout ce temps, Owen avait seulement dit qu'il empruntait un peu d'argent pour un projet commercial. Il n'avait jamais mentionné l'utilisation de la maison comme garantie. Les parents assis autour d'elle retenaient leur souffle. L'homme étrange a tapoté ses doigts sur la table, sa voix toujours froide, « S'il vous plaît, appelez-le pour qu'il rentre. Ne nous obligez pas à revenir demain. » Le soir de Noël, le téléphone de Caleb s'est mis à vibrer sans arrêt. Un appel, deux appels, puis des dizaines d'appels de sa mère. Mais il m'a vu dormir après avoir pris mes médicaments et n'a toujours pas répondu. Il a simplement emporté son téléphone dans le couloir, l'a mis sur silencieux, puis est resté là à réfléchir pendant un très long moment. Il se doutait probablement qu'il y avait des ennuis à la maison, mais cette fois-ci, il ne s'est pas précipité immédiatement pour régler les choses comme il le faisait d'habitude. Le matin du lendemain de Noël, dès que j'ai ouvert les yeux, mon téléphone et celui de Caleb se sont allumés presque simultanément. Le nom d'Eleanor est apparu encore et encore. 10 appels manqués, 20, puis près de 50 appels manqués en une seule matinée. J'ai fixé l'écran du téléphone. Un sentiment étrange m'a envahi. Ce n'était pas de la peur comme auparavant, mais le pressentiment que la véritable tempête avait commencé à frapper la maison que je venais de quitter. Je fixais l'écran du téléphone, qui ne cessait de s'allumer et de s'éteindre. Mes sentiments étaient difficiles à décrire. Dehors, dans le couloir de l'hôpital, les gens passaient calmement, se souhaitant un joyeux Noël. Mais dans ma petite chambre, la sonnerie incessante du téléphone rendait l'atmosphère étouffante. Près de 50 appels manqués d'Eleanor, une personne qui, toute sa vie, avait considéré sa fierté comme plus importante que tout. Si elle n'était pas désespérée, il lui aurait été impossible de s'abaisser à m'appeler autant de fois. Caleb se tenait près de la fenêtre, tenant son propre téléphone qui affichait également des dizaines d'appels manqués de sa mère. Il l'a regardé un instant, puis a éteint l'écran. Sa voix était calme, ce doit être un autre problème avec Owen. Je me suis appuyé sur les oreillers. Mon corps était encore faible, mais mon esprit était plus clair. J'ai dit doucement, si c'était juste à propos des collecteurs de dettes, elle aurait appelé hier soir. Pour qu'elle appelle frénétiquement ainsi depuis ce matin, j'ai bien peur que le problème soit plus grave. Caleb n'a pas eu le temps de répondre que son téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ce n'était pas ma belle-mère, mais la tante Linda, une parente du côté de Caleb que je rencontrais occasionnellement lors d'événements familiaux. Caleb a regardé le nom de l'appelant, fronçant légèrement les sourcils, puis a répondu. Dès qu'il a eu le téléphone à l'oreille, son expression a changé instantanément. J'ai entendu le mot « police » et un frisson m'a parcouru l'échine. Caleb s'est immédiatement redressé, demandant rapidement « Tante Linda, s'il vous plaît expliquez-moi, qu'en est-il d'Owen ? Pourquoi la police est-elle venue à la maison ?
La tante Linda parlait rapidement, le bruit du remue-ménage en arrière-plan se mêlant à sa voix pleine de chuchotements et de pleurs. Hier soir, des gens sont venus pour recouvrer une dette. Au début, c'était juste une dispute au portail, mais ensuite ils sont entrés dans le salon. Ta mère avait peur que les voisins entendent, alors elle a fermé la porte. Il s'avère que les choses se sont envenimées. Caleb a serré son téléphone fermement. J'ai vu ses articulations devenir blanches. La tante Linda a poursuivi en disant que parmi les collecteurs de dettes se trouvait un homme qui s'était fait escroquer lors de l'achat d'une voiture d'occasion quelques mois auparavant. L'homme a immédiatement reconnu Owen. Il s'avérait qu'Owen avait encaissé des acomptes de nombreuses personnes pour des achats de voitures en promettant des prix bas et des papiers complets. Mais après avoir reçu l'argent, il retardait constamment la livraison des voitures sous divers prétextes, affirmant que le véhicule était bloqué dans un entrepôt ou que les papiers n'étaient pas prêts, puis il disparaissait lentement. Les gens pensaient qu'il s'était simplement enfui à cause de ses dettes. La voix de la tante Linda s'est étranglée, personne ne s'attendait à ce que, hier soir, ils réalisent qu'Owen faisait partie d'un réseau d'escroquerie aux voitures d'occasion. Ils ont immédiatement appelé leurs autres amis. Quelqu'un l'a signalé à la police la nuit même. Ce matin, la police est venue avec un mandat d'arrêt contre lui. La maison est dans le chaos. Je me suis redressé sur le lit d'hôpital, le cœur battant à tout rompre. L'histoire que Caleb m'avait racontée la veille au sujet de la dette d'Owen n'était que la face visible de l'iceberg. Derrière se cachait un problème bien plus vaste. J'ai regardé mon mari. Son visage était livide. Même s'il était déçu par son frère, il n'avait probablement jamais imaginé qu'Owen puisse être impliqué dans une affaire d'escroquerie. Caleb a demandé à voix basse, comme s'il espérait encore une erreur, se pourrait-il qu'il se trompe de personne, tante Linda? À l'autre bout du fil, il y a eu un moment de silence. Puis la tante Linda a répondu, j'aimerais que ce soit le cas aussi. Mais la police a apporté un mandat officiel contenant les dépositions des victimes. Ils ont mentionné son nom, son numéro de téléphone et même le numéro de compte bancaire qui a reçu l'argent. Owen ne pouvait même pas se tenir debout, son visage était si pâle. Ta mère pleurait hystériquement, hurlant que son fils avait été piégé. Caleb a fermé les yeux. Je savais qu'il souffrait. On peut être en colère, déçu ou détester un frère. Mais apprendre que son frère a été emmené par la police le lendemain de Noël devait lui briser le cœur. Il a demandé à nouveau avant de raccrocher, qu'a dit Owen? La tante Linda a soupiré, sa voix semblant fatiguée, il criait. Il a dit que maman devait t'appeler pour le sauver. Sinon, toute la famille serait ruinée. Il a aussi dit que tu étais le seul à avoir de l'argent, à avoir une maison, qui pouvait résoudre ce problème. Cette dernière phrase nous a laissés, Caleb et moi, silencieux. Le mot « sauver » dans la bouche d'Owen ne signifiait pas aider une personne coupable à faire face à la vérité. Il s'agissait de le sauver avec de l'argent, avec une maison, au prix du sacrifice de quelqu'un d'autre. Tout comme auparavant, sauf que cette fois, le gouffre était trop profond, impossible à combler avec des dizaines ou des centaines de milliers de dollars. Caleb a raccroché et est resté silencieux près de la fenêtre pendant un long moment. Dehors, la lumière du lendemain de Noël semblait à la fois chaleureuse et froide. J'ai regardé son dos, j'ai vu ses épaules tendues comme s'il portait un fardeau pesant. Je savais que même s'il venait de quitter cette maison avec moi, sa mère et son frère y étaient toujours. On ne peut pas simplement tourner le dos comme s'ils étaient des étrangers. Je l'ai appelé doucement, Caleb. Il s'est retourné. Ses yeux étaient rouges, mais il essayait de rester calme. J'ai dit tranquillement, va là-bas, regarde quelle est la situation, mais tu dois te souvenir d'une chose, rentre pour comprendre le problème et le résoudre correctement, pas pour endosser les erreurs de quelqu'un d'autre. Caleb s'est approché du lit, me prenant la main, tu es encore malade. Je ne veux pas te laisser seul. J'ai secoué la tête, ma mère est là. De plus, si tu n'y vas pas, les choses là-bas ne feront que devenir plus chaotiques, mais tu devais me promettre une chose. Il m'a regardé. J'ai prononcé chaque mot clairement, ne signe rien. Ne transfère d'argent à personne. N'écoute pas les appels à la pitié pour ta mère ou ton frère et ne vends pas la maison à la hâte ou ne t'endette pas. C'est une affaire juridique. Laisse la justice s'en occuper. Caleb a baissé les yeux pendant un long moment, puis a hoché la tête, je le promets. Mais dès qu'il a fini de parler, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un message d'un numéro inconnu. C'était juste une ligne, vous êtes bien la femme de Caleb?
Si vous ne voulez pas que la famille de votre mari soit complètement détruite, ne le laissez pas rentrer seul. J'ai fixé le message. Un frisson m'a parcouru l'échine. Caleb l'a lu aussi. Personne n'a parlé, mais nous avons tous deux compris que le problème d'Owen n'était plus une simple affaire de recouvrement de créances. Derrière les appels paniqués d'Eleanor et les cris de détresse d'Owen, il y avait probablement un secret plus grand qui attendait d'être révélé le deuxième jour après Noël cette année-là. La tempête que j'avais pressentie était enfin bel et bien arrivée dans cette maison. J'ai relu le message du numéro inconnu, ne le laissez pas rentrer seul. Juste quelques mots courts, mais ils ont rendu la chambre d'hôpital déjà froide encore plus glaciale. Caleb se tenait à mes côtés, les yeux fixés sur l'écran du téléphone, le visage tendu. Je savais qu'il était partagé. D'un côté, il y avait moi, encore affaibli par une forte fièvre. De l'autre, sa mère, qui l'avait appelé près de 50 fois, et son frère, qui avait été emmené par la police, toute sa famille était dans le chaos le lendemain de Noël. Finalement, il a dit, je rentre, mais toi tu restes ici avec ta mère. Tu ne t'es pas rétabli. Je l'ai regardé et j'ai secoué la tête, non, je viens avec toi. Caleb a froncé les sourcils, sur le point de refuser, mais j'ai retenu son poignet, je ne reviens pas pour me disputer. Je reviens pour voir par moi-même ce qui se passe réellement. De plus, la personne qui a envoyé ce message a dit de ne pas te laisser rentrer seul. Je ne serai pas tranquille si je te laisse y aller par toi-même. Il m'a regardé pendant un long moment, son regard plein d'inquiétude et d'impuissance. Finalement, il a juste soupiré, très bien, je vais demander au médecin l'autorisation pour que tu puisses sortir quelques heures, mais si tu te sens fatigué, nous revenons directement. Ma mère, bien sûr, n'était pas contente. Alors qu'elle m'aidait à enfiler ma veste, elle a dit à Caleb, je laisse ma fille partir avec toi, mais ce n'est pas pour qu'elle entende une autre parole blessante. Si quoi que ce soit arrive, c'est toi qui dois intervenir. Ne la laisse pas servir de bouclier. Caleb a baissé les yeux, je comprends, maman. Je protégerai Elisa. Sur le chemin du retour vers la maison de mes beaux-parents, les rues étaient encore animées. Le long de la route, les décorations de fête, les sapins de Noël et les lumières rouges étaient encore en place. Des enfants portant des vêtements neufs couraient après leurs parents qui rendaient visite à des proches. Mais à l'intérieur de la voiture, personne ne parlait beaucoup. Caleb conduisait lentement, me jetant parfois un coup d'œil. Je me suis appuyé contre la vitre, mon corps toujours fatigué, mais mon esprit me semblait d'une clarté cristalline. Je n'étais plus la belle fille effrayée qui avait été jetée hors de la maison la veille de Noël. Je retournais dans cet endroit avec un sentiment différent, las, mais voulant aussi voir jusqu'où s'enfonçait le gouffre qui existait secrètement dans cette famille. Dès que la voiture s'est arrêtée devant le portail, j'ai vu que la maison qui était habituellement remplie de musique de Noël était maintenant silencieuse. Le portail n'était pas complètement fermé. Dans la cour, quelques paires de sandales étaient éparpillées et certains parents se tenaient groupés sur le porche, chuchotant. Eleanor était affalée sur le sol, les cheveux ébouriffés. La robe bordeaux qu'elle portait depuis le matin était froissée. Son visage semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. En voyant Caleb entrer, elle s'est immédiatement levée et s'est précipitée vers lui, perdant son attitude arrogante et sa voix aiguë habituelle. Elle a attrapé la main de Caleb et s'est soudainement agenouillée au milieu de la cour. Tous les parents ont été choqués. J'étais, moi aussi, stupéfaite. La femme qui avait un jour pointé son doigt vers mon visage, m'avait insulté en me traitant de source de mauvaise fortune et m'avait dit de retourner chez mes parents, était maintenant agenouillée devant son propre fils, pleurant à chaudes larmes, « Caleb, s'il vous plaît sauve ton frère. Je t'en supplie. Tu es le seul à pouvoir le sauver. » Caleb a paniqué et a essayé de relever sa mère, « Maman, relève-toi d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-le clairement. » Mais elle continuait de serrer la main de Caleb fermement, les larmes et les sécrétions couvrant son visage, il est encore jeune. Il a commis une erreur. En tant que frère aîné, si tu ne l'aides pas, qui le fera? Je ne peux compter que sur toi. Caleb a grincé des dents, la voix étranglée, « Maman, tu dois être honnête. Qu'a fait Owen réellement? À combien s'élève sa dette? Avec qui est-il impliqué? » Eleanor continuait d'esquiver, répétant qu'Owen s'était simplement retrouvé avec de mauvaises fréquentations, qu'il s'amusait simplement et qu'il avait été piégé. Mais cette fois-ci, Caleb ne se laissait plus facilement influencer. Il a conduit sa mère vers un siège dans le salon et a dit très calmement,
si tu caches ne serait-ce qu'une seule autre chose, je pars immédiatement. Si tu veux mon aide, à partir de maintenant, tu dois être honnête. Cette phrase a semblé rompre le dernier fil qu'elle utilisait pour masquer la vérité. En tremblant, elle a sorti une liasse de papier d'un tiroir. Il y avait des accords de prêt, des preuves de transfert, des reçus pour des acomptes de voitures et une liste de destinataires, tous liés à Owen. J'ai vu les chiffres sur les papiers et un frisson m'a parcouru le dos, 5 000 $, 20 000 $, 10 000 $, il y en avait même un de 30 000 $. Il ne s'agissait pas d'une ou deux personnes, mais de nombreux noms différents. Un oncle qui se tenait à proximité a soupiré, « Caleb, la police a dit que l'estimation approximative dépasse déjà les 150 000 $. Owen a encaissé des acomptes pour des voitures d'occasion auprès de nombreuses personnes. Il promettait des voitures bon marché avec des papiers complets. Au début, il a livré une ou deux voitures pour instaurer la confiance. Mais après cela, il a collecté l'argent de nombreuses personnes puis a disparu. Le compte bancaire destinataire a été tracé à son nom. Caleb est resté figé. Il s'est tourné vers sa mère, sa voix brisée, « Tu m'avais dit que sa dette n'était que de quelques milliers de dollars parce que son affaire avait échoué. » Eleanor a couvert son visage et a sangloté, « C'était comme ça au début. » Puis il a dit qu'il avait juste besoin d'un peu plus de capital pour faire tourner l'argent et couvrir ses pertes. Je l'ai cru. Il a dit que s'il ne payait pas rapidement, il se ferait passer à tabac. Il serait humilié sur les réseaux sociaux. J'avais si peur. Je l'ai regardé, mon cœur n'était plus en colère comme il l'était la veille de Noël. Mon sentiment s'est transformé en un froid plus profond. Sa peur de perdre la face avait nourri les erreurs d'Owen petit à petit. Caleb a demandé à nouveau, chaque mot semblant tomber lourdement sur le sol, « Où est passé tout cet argent ?» Personne n'a répondu. Après un moment, un cousin a dit doucement, « La police a dit qu'Owen a admis avoir initialement utilisé cet argent pour des paris sportifs. Après avoir beaucoup perdu, il s'est tourné vers les investissements en crypto-monnaie, rejoignant des groupes sur Internet, espérant couvrir ses pertes. Plus il essayait, plus il perdait. Le salon était silencieux. Les plats de Noël étaient encore sur la table, mais personne n'y touchait. Caleb a fait un pas en arrière, ses mains agrippant le dossier d'une chaise. Le frère qu'il avait toujours cru simplement paresseux et oisif avait entraîné toute la famille dans un abîme plus profond que ce que quiconque aurait pu imaginer. Juste à ce moment-là, Eleanor a soudainement levé la tête, sa voix tremblante, « Je l'ai déjà vendu. » Caleb a froncé les sourcils, « Vendu quoi ?» Elle a hurlé, « Le chalet au bord du lac que tes grands-parents nous ont laissé dans le nord de l'État. Je l'ai vendu secrètement il y a quelques mois pour payer ses dettes. Je pensais que ce serait fini après cela, mais il s'avère qu'il y avait encore tant d'autres dettes. » En entendant cela, tout mon corps est devenu froid. Cette terre héritée avait autrefois été décrite par Eleanor comme la chose la plus sacrée pour la famille. Elle m'avait grondé un jour simplement pour avoir suggéré de la louer pendant un temps afin d'obtenir de l'argent supplémentaire pour les rénovations de la maison. Mais pour Owen, elle l'avait vendue secrètement sans le dire à personne. Caleb a fixé sa mère, ses lèvres bougeant, mais aucun son ne sortait. Sur son visage à ce moment-là ne se lisait pas seulement de la colère, mais la douleur d'un fils qui venait de réaliser que sa mère était allée trop loin pour dissimuler les erreurs de son autre enfant. Et moi, debout derrière lui, j'ai dû me tenir à une chaise pour garder l'équilibre. La fièvre qui n'avait pas complètement disparu me rendait la tête un peu lourde, mais tout devant mes yeux était si clair et si cruel. Il s'avérait que le Noël qu'Eleanor s'était efforcée de présenter comme magnifique aux yeux des parents pourrissait de l'intérieur depuis longtemps. Et ses 50 appels téléphoniques le matin du lendemain de Noël n'étaient pas parce que son fils lui manquait, et encore moins parce qu'elle regrettait de m'avoir jeté dehors. C'étaient les cris de détresse de quelqu'un qui venait de réaliser que le trou qu'elle avait creusé pour couvrir les erreurs de son fils cadet s'était finalement effondré sous les pieds de toute la famille. Personne dans le salon ne pouvait dire un mot après les aveux d'Eleanor. La terre héritée était vendue, l'argent envolé. Avec Owen emmené par la police, le Noël qu'elle avait toujours essayé de peindre avec des plats somptueux et des éloges devant les parents n'avait laissé que des soupirs et une pile de lettres de dette sur la table. Caleb restait silencieux, fixant la liasse de documents comme s'il regardait dans un abîme sans fond. Je me suis assise sur une chaise près de la porte, essayant de reprendre mon souffle. La fièvre persistante rendait mon corps chaud et froid à la fois. Mais ce qui me faisait le plus frissonner à ce moment-là, ce n'était pas ma maladie, mais le regard de ma belle-mère. Après quelques minutes de pleurs, elle a soudainement regardé Caleb avec une expression très différente. Ce n'était plus de la panique ordinaire,
mais le regard de quelqu'un qui avait trouvé sa dernière bouée de sauvetage et qui était déterminé à s'y accrocher par tous les moyens. Elle s'est lentement levée, essuyant ses larmes avec sa manche, sa voix tremblante. « Caleb, je sais que tu es en colère. Je sais que j'ai eu tort de te le cacher, mais ce n'est pas le moment de blâmer. Ton frère est entre leurs mains. S'il n'y a pas d'argent pour couvrir les pertes, sa vie sera ruinée. » Caleb a regardé sa mère sans répondre. Elle s'est approchée davantage, sa voix s'adoucissant comme pour supplier, « Vends ta maison. Nous sauverons Owen d'abord. Une maison perdue peut être rachetée. Si ton frère va en prison, son avenir est fini. » Instantanément, le salon est tombé dans un silence de mort. Une tante qui se tenait près de la salle familiale a bredouillé, « Éléanore, puis sais-tu. Peut-être même qu'elle ne pouvait pas croire que ma belle-mère puisse faire une telle demande juste devant moi, la personne qu'elle avait jetée dehors 2 jours auparavant alors que j'avais une forte fièvre. » J'ai regardé Éléanore, mon cœur était gelé. La maison qu'elle mentionnait n'était pas un bien négociable. C'était un endroit pour lequel nous avions payé petit à petit avec un prêt hypothécaire, le résultat d'économies sur chaque dollar, d'heures supplémentaires les week-ends et du sacrifice de nombreux projets de vacances. Caleb restait silencieux. Chaque mot de « racheter plus tard » résonnait comme une pierre à mes oreilles. Je me souvenais que, pendant des années, chaque fois que je voulais m'acheter quelque chose pour moi-même, ma belle-mère me traitait de dépensière. Chaque fois que je parlais de rénover notre petit appartement, elle disait que les besoins de sa famille passaient en premier. Mais maintenant, notre plus grand actif, elle nous disait si facilement de le vendre, tout cela à cause des actes d'Owen. Je n'ai pas parlé. Je voulais entendre la réponse de Caleb. Il y a des limites qui, si elles ne sont pas gardées par le mari lui-même, feront que, peu importe ce que dit la femme, elle sera seulement perçue comme égoïste. Soudain, Caleb a laissé échapper un léger rire. Pas un rire joyeux, mais un rire si douloureux qu'il a réduit au silence toute la pièce. Il a levé la tête pour regarder sa mère, ses yeux étaient rouges, mais sa voix était plus claire qu'auparavant. « Tu dis qu'une maison perdue peut être rachetée. Alors pourquoi n'as-tu pas dit un seul mot lorsque tu as vendu la terre familiale? Pourquoi, quand Owen s'endettait constamment, ne lui as-tu pas dit d'arrêter? Pourquoi est-ce seulement maintenant, alors que tout ne peut plus être caché, que tu te souviens que je suis le fils aîné? » Éléanore est restée stupéfaite, ses lèvres tremblant, J'avais de la peine pour ton frère. Caleb s'est approché de la table et a frappé dessus du poing. Le bruit a fait sursauter certains parents. « Tu avais de la peine pour ton frère, alors tu as sacrifié nos vies pour couvrir ses erreurs. As-tu la moindre idée que la veille de Noël, tu as jeté Elisa de la maison alors qu'elle avait une fièvre de 40,5 degrés Celsius? À ce moment-là, pensais-tu à moi? As-tu pensé à ce qui serait arrivé à ma vie s'il lui était arrivé quelque chose sur la route? » Éléanore était sans voix. J'ai vu ses mains trembler. Caleb ne s'est pas arrêté. Tout le silence qu'il avait réprimé pendant des années a semblé se briser à ce moment-là. « Tu as dit qu'Elisa apportait la mauvaise augure. But le responsable de l'état de cette maison, ce n'est pas Elisa. C'était Owen qui était en tort, et toi qui savais qu'il était en tort mais qui a continué à le couvrir. Maintenant qu'il a causé des ennuis, tu nous dis de vendre notre maison pour en assumer les conséquences. Est-ce cela que tu appelles l'amour familial? » Un oncle assis dans un coin a soupiré. Caleb a raison. Éléanore, il y a une façon d'aider les gens. Tu ne peux pas sortir quelqu'un qui a intentionnellement sauté dans un ravin en y poussant une autre famille. Éléanore s'est tournée brusquement, les yeux pleins de colère. Mais devant tant de monde, elle manquait d'arguments pour discuter. Le silence des proches n'était plus de son côté, c'était le silence de personnes qui avaient vu les choses clairement. Elle s'est tournée vers moi, sa voix commençant à devenir plus aiguë. « Elisa, dis quelque chose. Tu es sa femme. N'as-tu pas de peine pour ton beau-frère? Es-tu heureuse de voir la famille de ton mari s'effondrer ainsi? » Si cette question m'avait été posée quelques jours auparavant, elle m'aurait peut-être fait trembler et m'aurait poussé à me défendre. Mais ce jour-là, j'ai simplement posé une main sur ma poitrine, pris une lente inspiration et répondu « Je ne veux pas que la famille de mon mari soit détruite, maman. Mais je ne peux pas non plus laisser notre maison être vendue pour payer des erreurs que nous n'avons pas commises. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix n'était pas forte, mais elle était assez claire pour que tout le monde l'entende. « Si Owen a besoin d'un avocat, s'il a besoin de soutien face aux autorités, nous pouvons en discuter. Si tu as besoin d'un moyen de transport pour rencontrer les victimes et trouver une solution juridique, je n'empêcherai pas Caleb de le faire.
Mais vendre notre maison, nous endetter davantage ou signer des papiers pour couvrir les dettes d'Owen, cela n'arrivera pas. Caleb s'est immédiatement tenu à mes côtés comme pour confirmer son choix, la décision d'Elisa est aussi la mienne. Eleanor nous a regardés tous les deux, son regard passant de la supplication à une haine profonde. Mais cette fois, Caleb n'a pas reculé. Il a pris la liasse de lettres de dette sur la table, les a rassemblées et a dit, à partir de maintenant, tout doit être clair. Quelles dettes sont légitimes, où se situent les responsabilités, laissons les avocats et les autorités s'en occuper. Je ne t'abandonnerai pas, maman, mais je ne te laisserai pas non plus utiliser le mot devoir pour me forcer à commettre une erreur. Cette phrase est tombée dans le salon en désordre à Noël comme un couteau coupant les fils de la manipulation qui avait été tiré pendant des années. Eleanor s'est affalée faiblement sur sa chaise, le visage pâle. Pour la première fois, elle manquait de mots pour me réprimander. Et moi, dans mon épuisement, j'ai ressenti un léger sentiment de soulagement. Non pas parce que le problème était résolu, mais parce que Caleb se tenait enfin là où il aurait dû être, aux côtés de sa femme, tout en étant assez sage pour ne pas répondre à la cruauté de sa mère par la sienne. Eleanor est restée assise mollement sur sa chaise pendant un court instant, mais son regard a de nouveau changé. Peut-être que lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas forcer Caleb à vendre la maison, qu'elle ne pouvait pas utiliser le mot devoir pour lui faire assumer les dettes d'Owen, elle a commencé à chercher une autre cible pour son désespoir. Et cette cible, comme c'était le cas depuis des années, c'était moi. Elle a levé la tête, ses yeux rouges me fixant intensément. C'était comme si toutes les lettres de dette, toutes les victimes d'escroquerie, toutes les erreurs d'Owen et toutes ces dissimulations pouvaient être rassemblées et jetées sur la tête d'une belle fille qui se remettait tout juste d'une fièvre. Elle a pointé son doigt droit vers mon visage, sa voix tremblante mais remplie de haine, « Tout cela est de ta faute depuis que tu es entré dans cette maison. Ma famille allait très bien avant. Depuis que tu es apparu, il y a toujours eu des problèmes. Tu es vraiment une femme qui apporte la mauvaise augure. » Instantanément, tout le salon s'est tu. Caleb a fait un pas en avant, mais j'ai retenu sa main. Je voulais tout entendre. Il y a des mots qui, s'ils ne sont pas prononcés, empêchent les autres de comprendre pourquoi une belle fille a pu être blessée au point de devoir quitter la maison qu'elle avait autrefois essayé de bâtir. Voyant que je restais silencieuse, Eleanor s'est enhardie. Elle s'est levée, pleurant et criant, sa voix résonnant dans toute la pièce, « Si tu n'avais pas fait semblant d'être malade la veille de Noël, si tu n'avais pas emmené Caleb loin de la maison, il aurait été ici le jour de Noël. Quand les collecteurs de dettes sont venus, quelqu'un aurait été là pour leur faire face. Quand la police est venue, quelqu'un aurait été là pour gérer la situation. Tout cela s'est produit parce que tu as emmené ton mari, nous laissant seuls. Et maintenant, tu oses te tenir là comme si tu étais innocente. » À ce moment-là, elle s'est tournée vers les proches comme pour chercher du soutien. « Regardez, tout le monde, quel genre de belle-fille voit la famille de son mari en difficulté et reste là sans rien faire. Elle veut que ma famille soit ruinée. » Certains parents qui ne comprenaient pas toute l'histoire ont commencé à chuchoter. L'un d'eux a dit, « Quoi qu'il en soit, c'est le problème de la famille de son mari. Qu'il parte à un moment pareil n'est pas correct. » Un autre a soupiré, « Parfois, une femme devrait être un peu plus souple. Si on est trop rigide, voilà ce qui arrive. » J'entendais chaque mot clairement, mais curieusement, mon cœur ne tremblait plus comme autrefois. Peut-être que lorsqu'une personne a été poussée dans ses derniers retranchements, elle apprend à rester calme au milieu du tumulte. Caleb ne pouvait plus le supporter. Il s'est tourné vers ceux qui venaient de parler, la voix lourde, « Ma femme avait 40,5 degrés Celsius de fièvre. Le médecin a dit que cela pouvait être mortel. Ma mère l'a jetée dehors parce qu'elle était considérée comme une mauvaise augure. Je l'ai emmenée à l'hôpital. » Était-ce un tort? La pièce est retombée dans le silence, mais Eleanor ne s'est pas arrêtée. Je l'ai regardée, ressentant soudain un mélange de pitié et d'amusement face à cette mère qui, en aimant mal un enfant, en couvrant ses erreurs à maintes reprises, finissait par qualifier le réveil de son autre fils de résultat des manipulations de sa femme. Je n'ai pas répondu immédiatement. Lentement, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Ma main tremblait encore légèrement à cause de ma faiblesse, mais mon esprit était très clair. J'ai ouvert mon dossier d'enregistrement vocaux, cherchant un fichier que j'avais enregistré quelques mois auparavant. Je n'avais pas intentionnellement enregistré pour piéger Owen. À l'époque, il était ivre dans l'arrière-cour, parlant au téléphone et riant fort. Je l'avais entendu par hasard et m'étais senti mal à l'aise, alors j'avais activé l'enregistreur vocal.
J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai appuyé sur lecture. Au début, on n'entendait que le bruit du vent et le cliquetis des verres. Puis la voix ivre d'Owen est apparue très clairement, ces gens sont si faciles à duper. Il suffit de dire que ce sont des voitures saisies. Paie la compte pour réserver le véhicule. Ils tombent tous dans le panneau du prix bas. Certains me remercient même. Attends juste une autre fournée et je pourrai récupérer toutes mes pertes. La voix d'un autre homme dans l'enregistrement a demandé, et s'ils viennent réclamer leur argent? Owen a ri cyniquement, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Au pire, ma maman épongera le tout. Elle ne laissera rien m'arriver. Caleb a aussi une maison, il a de l'argent. Il interviendra certainement. Instantanément, le salon est tombé dans un silence de mort. Plus personne ne chuchotait. Ceux qui venaient de me conseiller d'être plus souple ont baissé la tête. Eleanor est restée figée, le visage livide. C'était la voix de son fils, il n'y avait pas de doute. La voix d'un homme ivre, arrogant, irresponsable, mais assez lucide pour calculer que sa mère le protégerait et que son frère assumerait le fardeau. J'ai appuyé sur le bouton d'arrêt. Le petit clic a résonné comme un verdict final au milieu de la pièce. J'ai levé la tête, j'ai regardé tout le monde, puis j'ai dit doucement, je ne diffuse pas cet enregistrement pour condamner Owen. Je le diffuse pour que tout le monde comprenne que ce problème n'a pas commencé la veille de Noël, ni lorsque nous avons quitté la maison. Ce problème a commencé il y a bien longtemps, depuis que quelqu'un a mal agi et que toute la famille s'est relayée pour le protéger. Eleanor a tremblé, quand as-tu enregistré cela? Tu espionnais ton propre beau-frère? Je l'ai regardé droit dans les yeux, si je n'avais pas entendu ces mots ce jour-là, peut-être qu'aujourd'hui je serais comme beaucoup de gens ici. Pensant qu'Owen était juste un gamin impulsif dans une situation difficile. Mais non, maman, il savait ce qu'il faisait. Il savait même avec certitude que quelqu'un le sauverait. Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot était si clair que même moi j'en ressentais un froid, ce qui fait souffrir cette famille, ce n'est pas moi. Ce n'est pas parce que j'étais malade à Noël, ni parce que je suis parti avec mon mari quand j'ai été jeté dehors. Ce qui fait souffrir cette famille, c'est la personne qui continue de tolérer les mauvaises actions, qui qualifie cette protection d'amour et qui force les autres à en assumer les conséquences au nom des liens familiaux. Alors que la dernière phrase se terminait, Eleanor a vacillé, s'agrippant à une chaise pour ne pas tomber. Pour la première fois, devant tous les proches, elle manquait de mots pour me réprimander. Caleb se tenait à mes côtés. Après un long silence, il a enfin pris la parole, sa voix était ferme, à partir de maintenant, quiconque dit encore que ma femme est la cause des problèmes dans cette maison est libre de réécouter cet enregistrement. Je ne laisserai plus jamais Elisa être blâmée, pas même une fois. Personne n'a répondu. Dans cette pièce qui avait été remplie d'accusations à mon encontre, le silence était l'aveu le plus clair de tous, et je savais qu'à partir de ce moment-là, l'étiquette de belle-fille porte-malheur qu'Eleanor avait essayé de me coller était enfin déchirée par la voix de son propre fils bien-aimé. Après la diffusion de l'enregistrement, tout le monde pensait que le problème était clair. Owen était le coupable, Eleanor était celle qui l'avait couvert, et Caleb et moi n'étions que des victimes entraînées dans un désordre que nous n'avions pas créé. Mais la vie ne s'arrête souvent pas là où l'on pense avoir touché le fond. Il y a des trous qui semblent profonds jusqu'aux genoux, mais ce n'est que lorsqu'on y met le pied que l'on réalise qu'il y a un précipice en dessous. L'après-midi du deuxième jour après Noël, alors que nous essayions encore de trier tous les papiers sur la table, nous avons soudainement entendu une voiture s'arrêter au portail. Ce n'était pas le bruit bruyant de la voiture d'un parent, ni les pas pressés d'un collecteur de dettes. C'était le bruit d'une voiture qui s'arrêtait calmement. Une femme d'une cinquantaine d'années en est sortie. Elle portait une robe marron foncé, ses cheveux étaient coiffés en un chignon bas. Son visage était sévère mais pas méchant. Dans ses mains, elle portait une épaisse liasse de dossiers attachés par un élastique. La première personne à la reconnaître fut Eleanor. Dès qu'elle a vu cette femme, le visage de ma belle-mère a changé. Elle s'est levée, sa voix bégayant, « Sharon, pourquoi es-tu ici ?» La femme prénommée Sharon n'a pas répondu tout de suite. Elle est entrée, a regardé autour d'elle, nous observant Caleb, moi et les quelques parents restants. Puis son regard s'est posé sur la pile de lettres de dette sur la table. Son expression n'était pas celle de la surprise, comme si elle s'était attendue à ce que cette maison finisse ainsi tôt ou tard. Caleb s'est levé poliment, « Bon après-midi, madame. Qui cherchez-vous » Sharon l'a regardé pendant un long moment, puis a demandé, « Tu es bien Caleb, n'est-ce pas » Caleb a hoché la tête.
Cette phrase a de nouveau rendu tendue l'atmosphère qui s'était récemment calmée. Eleanor s'est rapidement approchée et a tiré la main de Sharon. « Sharon, ma maison est dans le chaos aujourd'hui. Quoi que ce soit, pouvons-nous en parler après les fêtes ?» Sharon a retiré sa main doucement mais fermement. « J'ai repoussé cela trop de fois, Eleanor. Chaque fois que je t'ai mise en garde, tu as toujours dit après les fêtes, après le mémorial, après qu'Owen aura trouvé un travail. Mais regarde autour de toi. Reste-t-il un autre après ?» Ma belle-mère s'est figée. Caleb a froncé les sourcils, sa voix ralentissant. « Madame, pourriez-vous m'expliquer ?» Sharon a ouvert ses dossiers. Un par un, elle a disposé les papiers sur la table de manière si ordonnée que cela en devenait froid. Il y avait des photocopies d'accords de prêt, des preuves de transfert, des déclarations manuscrites et même des billets de dette où la signature en bas de page n'était pas seulement celle d'Owen. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu le nom d'Eleanor sur de nombreuses pages. Sharon a dit, il y a quelques années, j'ai servi d'intermédiaire pour des usuriers auprès d'anciens propriétaires d'entreprises. Au début, Eleanor est venue emprunter quelques dizaines de milliers de dollars, disant que c'était pour couvrir un prêt bancaire. J'ai eu de la peine pour elle car nous nous connaissions depuis longtemps, alors j'ai aidé. Après cela, Owen a commencé à emprunter de son côté avec sa mère comme garante. Chaque fois qu'il était sur le point de faire défaut, Eleanor revenait me supplier pour obtenir une prolongation, empruntant de l'argent frais pour couvrir l'ancienne dette. Elle s'est interrompue, regardant Caleb droit dans les yeux. Les 150 000 $ dont vous parlez ne concernent que l'escroquerie automobile. Mais le total des prêts renouvelables, des prêts personnels à taux d'intérêt élevés, de l'argent emprunté à des connaissances, plus les intérêts accumulés, dépasse déjà le demi-million. L'air de la pièce a semblé gelé. Un demi-million de dollars. Le chiffre est tombé au milieu des fêtes comme un coup de foudre. J'ai vu Caleb faire un demi-pas en arrière, sa main agrippant la table. Eleanor tremblait, ses lèvres étaient pâles, mais elle essayait encore de discuter. Non, ce n'est pas autant. Tu as mal calculé. J'en ai remboursé une partie. Sharon a hoché la tête, sa voix ne s'élevant pas, mais chaque mot était tranchant. Oui, une partie a été remboursée, mais avec de nouveaux prêts. Tu as bouché un trou ici, mais tu en as creusé un autre là-bas. Tu pensais sauver ton fils, mais tu ne faisais qu'entraîner plus de gens dans le problème. Caleb a ramassé un morceau de papier. Y figurait la signature de sa mère avec une déclaration garantissant le paiement si Owen ne payait pas. Il a fixé le papier pendant un long moment, puis a demandé, « As-tu vraiment signé tout cela, maman ?» Eleanor n'a pas répondu. Son silence était plus lourd que n'importe quel aveu. Caleb s'est tourné vers Sharon, sa voix brisée, « En as-tu déjà parlé à ma mère auparavant ?» Sharon a soupiré, plus d'une fois, « Je suis venu dans cette maison, j'ai appelé Eleanor dehors pour lui parler. Je lui ai dit d'arrêter, de convaincre Owen de se rendre ou au moins d'être honnête avec la famille. Mais chaque fois elle pleurait, disant toujours que l'important était que son fils n'aille pas en prison. Elle avait peur de perdre la face, peur que les proches la prennent, peur que les gens disent que sa famille avait un fils délinquant. Mais plus elle avait peur, plus elle cachait les choses. Et plus elle cachait les choses, plus Owen s'enfonçait. Je me suis tourné vers ma belle-mère. Elle ne pouvait plus réprimander personne. Son visage était ridé, ses mains tordant l'ourlet de sa robe comme si elle essayait de se déchirer elle-même. C'est alors seulement que je compris pourquoi elle nous avait appelés comme une folle le lendemain matin de Noël. Ce n'était pas seulement parce qu'Owen avait été emmené par la police, ni à cause des collecteurs de dettes, mais parce que le secret qu'elle avait enterré pendant des années était enfin exposé par une personne extérieure, juste devant tout le monde. Sharon a sorti un dernier morceau de papier et l'a placé devant Caleb. « Je ne suis pas venu ici pour te forcer à payer. Je sais que ce n'est pas de ta responsabilité si tu n'as pas co-signé ou agi en tant que garant. Je suis venu pour que tu saches où en est ta mère maintenant et pour qu'elle ne continue pas à utiliser le nom de famille pour t'entraîner avec elle. Si tu veux aider quelqu'un, tu dois d'abord voir la vérité. » Cette phrase m'a coupé le souffle. Une personne extérieure comprenait mieux les limites que quelqu'un de cette propre maison. Caleb tenait le papier, sa main tremblant légèrement. Il a regardé sa mère, ses yeux étaient rouges. « Maman, je pensais que tu étais la victime d'Owen, mais il s'avère que tu n'as pas seulement été trompée par lui, tu l'as aidé à tromper tout le monde. » Eleanor a pleuré. Mais cette fois, ses larmes ne touchaient plus personne. C'était comme le bruit d'un désastre maternel, forcé de voir l'erreur même qu'elle avait elle-même nourrie. Je me tenais à côté de Caleb, posant ma main doucement sur son arme.
Non pas pour stopper sa douleur, car c'était impossible, mais pour lui rappeler que la douleur ne devait pas se transformer en une autre mauvaise décision. Dans le salon, ses papiers gisaient éparpillés sur la table comme les éclats de ce qui avait été autrefois la famille respectable dont Eleanor était si fière. Et je comprenais que depuis que Sharon était entrée, tout avait changé. Il ne s'agissait plus de sauver Owen ou non, mais de savoir comment toute cette famille pouvait cesser de mentir avant d'être entièrement entraînée dans l'abîme. Une fois Sharon partie, le salon a semblé vide. Les papiers qu'elle avait laissés étaient toujours sur la table, nets, froids, ne nécessitant plus de paroles d'accusation. Eleanor était affalée sur sa chaise, le regard vide. Les quelques parents restants n'osaient plus juger. Tout le monde réalisait que ce problème dépassait de loin la dette d'un fils cadet délinquant. C'était le fruit d'années de dissimulation, d'années passées à utiliser les larmes d'une mère pour couvrir les erreurs de son fils. Eleanor a murmuré comme pour elle-même, « Je voulais juste aider ton frère. Je voulais juste qu'il s'en sorte. » Sa voix était si faible que si la pièce n'avait pas été silencieuse, personne ne l'aurait entendue. Caleb se tenait devant sa mère, les yeux rouges. Je savais qu'il l'aimait, peu importe à quel point elle avait été cruelle envers moi, elle restait la femme qui lui avait donné naissance, qu'il avait élevée seule après le décès de son père. Mais l'amour ne signifie pas fermer les yeux, et certaines vérités deviennent d'autant plus douloureuses qu'elles sont évitées. Caleb s'est lentement assis en face de sa mère. Il ne criait plus et ne frappait plus sur la table. Sa colère s'était apaisée, ne laissant qu'une blessure très profonde. Il a dit, « Maman, aider une fois, c'est de l'amour. Mais aider au point de couvrir une erreur comme si elle était juste, ce n'est plus de l'amour. C'est le détruire. » Eleanor a levé la tête pour regarder son fils, les larmes coulant sur ses joues. Elle était sur le point de discuter, mais ses lèvres tremblaient sans qu'un son ne sorte. Pour la première fois, les mots de Caleb ne visaient pas à la blâmer, mais étaient comme un miroir placé devant elle. Je me tenais près du meuble, me tenant légèrement pour garder l'équilibre. Mon corps était encore faible, mais mon esprit était d'une clarté limpide. Si je m'étais jointe aux reproches, en rappelant comment elle m'avait jeté dehors la veille de Noël alors que j'avais une forte fièvre, personne ne m'en aurait probablement blâmé. Mais je comprenais que réprimander une personne paniquée ne fait que la rendre plus défensive. Pour résoudre cela, elle devait cesser de se cacher derrière ses larmes. J'ai dit doucement à Caleb, « Chéri, sortons une minute. » Il m'a regardé avec surprise, puis a hoché la tête. Nous sommes sortis dans la cour latérale. La brise du lendemain de Noël était fraîche. Caleb se tenait silencieusement, les mains jointes. Sa voix était enrouée, « Je ne sais plus quoi faire, Elisa. Si je l'abandonne, je ne peux pas le supporter. Mais si je la laisse m'entraîner vers le bas, j'ai peur de commettre une autre erreur. » Je l'ai regardé, voyant l'épuisement d'un fils pris entre le devoir et la vérité. J'ai dit doucement, « Nous ne l'abandonnerons pas, mais nous ne vendrons pas non plus notre maison, nous ne nous endetterons pas et nous ne signerons aucun papier pour payer les erreurs d'Owen. Tu dois être capable de faire la différence entre aider ta mère dans sa panique et l'aider à fuir les conséquences de ses actes. » Caleb m'a regardé pendant un long moment. Ces mots étaient peut-être ce qu'il avait besoin d'entendre pour se protéger. J'ai poursuivi, « Si tu cèdes maintenant et vends la maison, le problème ne sera pas résolu. Owen apprendra que, peu importe l'ampleur du désordre qu'il crée, son frère aîné sera toujours là pour le couvrir. Ta mère apprendra que si elle pleure assez longtemps, nous finirons par céder. Et qu'en est-il des victimes? Leur argent a disparu, leur confiance est brisée. Nous ne pouvons pas aider notre famille en piétinant la justice pour les autres. » Caleb a baissé les yeux, a pris une grande inspiration, puis a hoché la tête, « Je comprends. Cette fois, les choses doivent être faites correctement, même si cela fait mal. » J'ai tenu sa main, faire les choses correctement ne signifie pas être cruel. Nous chercherons toujours un avocat, nous protégerons toujours les droits légaux de maman et nous guiderons toujours Owen pour qu'il fasse une déclaration s'il est prêt à coopérer. Mais quelle que soit l'erreur de chacun, laissons cette personne l'assumer. Quand nous sommes revenus dans le salon, Eleanor était toujours assise là, les yeux gonflés. Caleb a tiré une chaise, a rassemblé tous les papiers en une pile ordonnée et a dit, « Maman, je ne vends pas la maison, et je ne transfère d'argent à personne tant que ce problème n'est pas clarifié. Mais je ne t'abandonnerai pas. Si tu veux vraiment aider Owen, nous devons respecter 3 conditions. » Eleanor a levé la tête, son regard plein d'espoir mélasse, « Quelles conditions ?» Caleb a regardé sa mère, sa voix étant claire, « Premièrement, tu dois remettre chaque lettre de dette, garantie, message,
enregistrements, absolument tout ce qui concerne Owen. Pas une seule page ne doit être cachée. Elle a ouvert la bouche, mais Caleb ne lui a pas laissé d'occasion de parler. Deuxièmement, Owen doit tout avouer honnêtement. L'étendue de son implication, il doit assumer ses erreurs, d'autant plus que tu as co-signé d'autres documents. Ma belle-mère a commencé à trembler, essaies-tu d'envoyer ton frère en prison? Caleb l'a regardé droit dans les yeux, non, j'essaie de le sortir du trou que tu as caché pendant trop longtemps. S'il continue à mentir et à fuir, alors il n'aura vraiment plus d'issue. La pièce était silencieuse. J'ai vu un oncle hocher la tête lentement. Caleb a poursuivi, troisièmement, à partir de maintenant, toutes les affaires doivent passer par un avocat et les autorités, pas de négociations secrètes avec des usuriers, pas de paiement en espèces, pas d'accord sous la table, et pas de panique à cause des menaces. Même si tu as peur de perdre la face, tu dois l'assumer. Parce que si tu continues à avoir peur de perdre la face, cette famille perdra tout. Cette dernière phrase a poussé Eleanor à baisser profondément la tête. Je me suis avancé et j'ai placé un verre d'eau chaude devant elle. Ma voix était plus douce, mais pas faible. Si tu aimes encore Owen cette fois-ci, ne l'aide pas avec des mensonges. Quelqu'un qui est égaré, si on lui donne toujours un moyen de revenir en arrière, n'apprendra jamais à faire demi-tour. Eleanor a regardé le verre d'eau, puis m'a regardé. Ses lèvres ont tremblé et les larmes ont coulé de nouveau. Mais cette fois-ci, ses pleurs n'étaient plus destinés à forcer son fils à céder. C'était comme le cri de quelqu'un qui, pour la première fois, comprenait que ses propres mains avaient aidé à pousser son enfant dans l'abîme. Elle a couvert son visage et a sangloté, j'ai eu tort. Mais j'avais peur de le perdre, Elisa. J'avais peur de perdre mon fils. J'ai marqué un temps d'arrêt, puis j'ai répondu, plus tu as peur de le perdre, plus tu dois le laisser faire face à ses erreurs. Si nous le couvrons encore cette fois, tu ne perdras pas seulement Owen. Tu perdras Caleb et tu perdras la dernière paix qui reste dans cette famille. Caleb se tenait à mes côtés sans un mot, mais sa main posée légèrement sur mon épaule suffisait à tout expliquer. Je savais qu'il avait choisi de faire face au problème, non pas en tournant le dos à sa mère, ni en aidant aveuglément son frère, mais en guidant pour la première fois toute sa famille hors de l'ombre des mensonges qui les enveloppaient depuis trop longtemps. Tard dans l'après-midi du deuxième jour après Noël, alors que nous étions en train de trier les documents qu'Eleanor avait remis, nous avons entendu une voiture s'arrêter au portail. Cette fois-ci, ce n'était ni un parent ni Sharon qui revenait. Deux policiers en civil sont arrivés accompagnés d'un policier en uniforme du commissariat local. Derrière eux se trouvait Owen. Au moment où j'ai vu mon beau-frère, la tension est revenue dans la pièce. L'homme qui avait autrefois grignoté des cacahuètes avec désinvolture tout en me critiquant parce que j'étais malade avait maintenant les cheveux ébouriffés, le visage émacié et les yeux rouges à cause du manque de sommeil. Owen avait été ramené à la maison pour récupérer certains documents liés à ses transactions passées. En entrant, ses yeux parcouraient la pièce. Lorsque son regard a croisé celui de Caleb, il s'est précipité vers lui comme un homme qui se noie et trouve une bouée de sauvetage. Devant tout le monde, Owen est tombé à genoux et a serré les jambes de son frère. Sa voix s'est brisée, « Caleb, s'il vous plaît sauve-moi. Je ne veux pas aller en prison. Je suis encore jeune. S'il vous plaît, dis-leur que j'ai juste des dettes. Je n'ai escroqué personne. » Caleb s'est penché pour relever Owen, mais j'ai vu clairement qu'il ne serrait plus son frère comme il l'aurait fait autrefois. Ses mains s'étaient posées uniquement sur les épaules d'Owen, juste assez pour le faire tenir debout, mais sans la protection inconditionnelle du passé. Il a regardé son frère droit dans les yeux, sa voix calme mais ferme, « Je veux te poser une question. Au total, à combien de personnes as-tu pris de l'argent ?» Owen a évité le regard de Caleb, s'est essuyé le nez et a bégayé, « Je ne me souviens pas exactement. J'ai juste emprunté de l'argent pour un projet commercial. Les voitures ont été retardées, les clients étaient pressants, alors ma trésorerie s'est retrouvée bloquée. J'avais l'intention de rembourser. » Caleb l'a coupé, « Je n'ai pas demandé les raisons. J'ai demandé combien de personnes. » Owen a baissé les yeux, silencieux. Son silence a duré si longtemps que l'un des policiers a dû lui rappeler, « Si vous coopérez, la procédure sera plus facile. Si vous continuez à vous montrer évasif, nous avons tout de même suffisamment de rapports et de relevés de transfert pour poursuivre. » C'est alors que Sharon est revenue. Il semblait qu'elle avait été appelée pour clarifier certains documents relatifs aux prêts informels. Dans sa main se trouvait une copie de la liste des noms. Elle l'a posée sur la table et a dit brièvement, « Il y a plus de 20 noms ici qui ont transféré de l'argent à Owen,
soit sous forme d'acompte pour des voitures, soit comme capital pour l'achat de véhicules saisis. Je n'ai pas tous les documents originaux, mais la plupart des transactions ont des preuves de transfert et des historiques de discussion. Elle a feuilleté les pages. Tant de noms apparaissaient. Certains avaient transféré 5 000 $, d'autres 10 000 $ et même l'un d'eux 30 000 $. Je me tenais à côté d'elle, le cœur glacé. Il y avait un ouvrier d'usine qui avait économisé pendant une année entière pour acheter une petite camionnette pour une entreprise de livraison. Il y avait un jeune couple qui avait contracté un prêt bancaire pour acheter une voiture pour une activité de chauffeur de VTC, espérant augmenter leurs revenus pour leur enfant. Il y avait une femme propriétaire d'un petit restaurant qui avait transféré presque toutes les économies de sa vie parce qu'elle avait confiance en Owen, qu'elle considérait comme une bonne connaissance. Ce n'était pas de simples chiffres sur du papier. C'était de vraies familles, de la vraie sueur et un Noël qu'ils avaient probablement passé sans dormir parce que leur argent avait disparu. Je me souvenais du visage d'Owen quelques jours plus tôt, allongé sur le canapé, se plaignant que je mettais trop de temps à cuisiner et riant de tout, comme si la vie exigeait simplement que les autres portent ses fardeaux. Il s'avérait que derrière son attitude arrogante, il y avait tant de personnes qui l'avaient entraîné dans la détresse. Il ne s'agissait plus de mon beau-frère délinquant, ni d'une dette familiale qui pouvait se régler en interne. Cela impliquait trop de monde. En voyant la liste de noms devant lui, Owen a commencé à paniquer. Il s'est tourné vers Sharon et a crié « Vous inventez tout cela. J'ai déjà dit que je rembourserais. Je ne me suis pas enfui. Ils sont juste venus réclamer leur argent à Noël. » Acculé, Owen s'est soudainement tourné vers sa mère. Son regard n'était plus suppliant, mais acéré comme celui d'un animal blessé. « Maman, dis quelque chose. C'est toi qui m'as dit de trouver d'autres prêts. Tu as dit que Caleb avait une maison, qu'il avait de l'argent, qu'il pourrait certainement aider. Tu as même co-signé les papiers du prêt. Pourquoi tout le monde me blâme-t-il maintenant ?» Cette phrase a été comme une gifle monumentale pour Eleanor. Elle s'est figée sur sa chaise, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. Je l'ai regardée et j'ai ressenti un immense sentiment de tristesse. Le fils qu'elle avait protégé au point de vendre la terre héritée, de cacher la vérité à toute la famille, d'insulter sa belle-fille et de forcer son fils aîné à vendre sa maison, l'utilisait maintenant sans vergogne comme bouclier. Elle a bégayé « Owen, j'ai fait tout cela pour toi. » Owen a ri cyniquement, sa voix pleine de venin, « Pour moi ? Alors sauve-moi maintenant. » À quoi bon pleurer ? Si tu ne peux pas m'aider, ne dis pas que tu m'aimes. Caleb est resté silencieux, écoutant son frère. J'ai vu ses yeux rougir, mais il n'a pas perdu le contrôle. Il s'est avancé, se tenant entre Owen et Eleanor, sa voix grave, un homme qui cause des ennuis, prend l'argent de plus de 20 personnes, puis blâme sa propre mère quand on l'interroge. Qui d'autre veux-tu pour te sauver ? Owen a ouvert la bouche pour répliquer. Mais Caleb a poursuivi, maman a eu tort de te protéger, mais c'est toi qui avais l'argent. C'est toi qui as fait des promesses à ces gens. C'est toi qui as utilisé cet argent pour jouer. Arrête de prétendre être un petit enfant qu'on a égaré. Owen a eu le souffle coupé, les yeux écarquillés. Il a regardé autour de la pièce, réalisant que plus personne n'était de son côté, puis a hurlé, « Très bien. Si aucun de vous ne veut m'aider, je vais tout révéler. Je vais dénoncer maman pour avoir signé les papiers du prêt, pour avoir vendu la terre familiale, pour m'avoir dit de me taire afin que Caleb gère la situation. Ne pensez pas que quiconque vivra en paix. » En entendant cela, Eleanor s'est effondrée, ses mains serrant sa poitrine. C'était comme si alors seulement elle comprenait vraiment que le fils cadet qu'elle avait adoré était prêt à l'entraîner dans sa chute avec lui. Personne dans la pièce ne pouvait dire un mot. Même le policier qui se tenait à côté de lui est resté momentanément silencieux, témoin d'une mère et d'un fils déballant leur linge sale un jour de fête. Je me suis avancé pour soutenir Eleanor. Même si la blessure dans mon cœur causée par ces paroles me faisait encore mal, elle a serré mon poignet fermement, sa main était glacée. Son regard ne contenait plus de haine envers moi, seulement de la panique et de la dévastation. Pendant ce temps, Owen se tenait là, le visage pâle, la respiration encore saccadée, mais sa vraie nature était désormais si évidente que personne ne pouvait plus se leurrer en pensant qu'il n'était qu'un fils cadet innocent. Cet après-midi-là, alors qu'Owen était emmené de nouveau, Eleanor n'a plus couru après lui en pleurant comme elle l'avait fait le matin. Elle est simplement restée assise en silence sur sa chaise, fixant le portail, ses lèvres bougeant sans qu'un son ne sorte. Peut-être que pour la première fois de sa vie, elle comprenait que certains enfants s'égarent,
non pas par manque d'amour, mais pour avoir été mal aimé pendant trop longtemps. Et le prix de ce mauvais amour ne serait finalement pas payé par Owen seul. Après qu'Owen a été emmené de nouveau, un silence glacial est tombé sur la maison. Plus personne n'avait la force de se rejeter la faute. Plus personne n'avait l'esprit à se souhaiter de joyeuses fêtes. Sur la table, les biscuits restaient intacts. Le thé avait refroidi et l'odeur d'encens du salon se mêlait à celle de l'huile mentholée, rendant l'atmosphère encore plus lourde. En réalité, j'avais voulu retourner à l'hôpital avec Caleb tout de suite, mais le médecin avait dit que si la fièvre ne revenait pas, je pouvais me reposer à la maison. Alors, Caleb m'a emmené dans notre ancienne chambre pour que je m'allonge un moment. Nous n'avions quitté cette pièce qu'il y a moins de 3 jours, mais on aurait dit une éternité. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec la gorge sèche. Caleb s'était endormi sur la chaise à côté du lit, son téléphone toujours à la main, probablement inquiet de recevoir un appel d'urgence. Je me suis lentement assise, j'ai enfilé une veste et je suis descendu à la cuisine pour boire de l'eau. Les escaliers étaient sombres, la maison silencieuse, à l'exception d'une lueur jaune provenant du salon. J'ai ralenti mes pas lorsque j'ai entendu un très léger bruit de sanglots. Eleanor était assise seule devant la cheminée où se trouvait une photo de son défunt mari. Ses cheveux étaient détachés, les mèches grises étant clairement visibles sous la lumière de la lampe. C'était comme si elle avait vieilli d'un coup en une nuit. Elle serrait le cadre de la photo, pleurant tout en parlant, comme pour confesser ses fautes. « Mon cher, je n'ai pas pu m'occuper de cette maison. Je n'ai pas réussi à élever nos enfants. Je pensais qu'en l'aimant, je pourrais le sauver. Il s'avère que je l'ai détruit à la place. Je suis restée cachée derrière l'escalier, silencieuse. Pour la première fois, je ne la voyais pas comme la belle-mère cruelle qui m'avait maudite comme un porte-malheur, qui m'avait jeté dehors avec une forte fièvre. Je voyais simplement une mère qui avait échoué parce qu'elle avait mal aimé son enfant. Une femme qui avait passé sa vie à protéger sa fierté pour finir brisée devant la cheminée dont elle avait été si fière. Je ne me suis pas approché. Il y a des moments dans la souffrance d'autrui où l'on doit simplement se taire et les laisser y faire face seul. Le matin du 3e jour après Noël, le temps était couvert. Je venais de finir de prendre mes médicaments lorsqu'Eleanor a frappé à la porte de la chambre. Le coup était très doux, contrairement à son habitude d'entrer sans permission. Caleb a ouvert la porte pour voir sa mère debout dehors, les yeux gonflés, serrant une vieille boîte en métal dont la peinture s'écaillait. Elle m'a regardé, puis a regardé Caleb, sa voix tremblante. « Pourriez-vous descendre tous les deux 1 minute ? Il y a quelque chose dont je dois parler. » Dans le salon, elle a posé la boîte en métal sur la table. Le son du métal était lourd. Elle l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une pile de papiers attachés par des élastiques, plusieurs petits carnets, des relevés de cartes de crédit en souffrance, des documents montrant qu'elle avait vidé son compte de retraite 401K. Des lettres de prêt de proches et des lettres de garantie qu'Owen lui avait demandé de signer. Elle les a sortis un par un, les disposant proprement devant nous. Plus rien n'était caché. Plus de défense, plus de faux fuyants. C'était juste la réalité brute. D'une voix tremblante, elle a dit « C'est tout ce qu'il y a. Ce dont je me souviens, je l'ai écrit dans le carnet. Ce dont je ne me souviens pas, j'ai indiqué le nom du prêteur pour qu'on lui demande. Je vais tout déclarer. Je ne vous forcerai plus à vendre votre maison. » Caleb s'est assis en face d'elle, silencieux pendant un long moment. J'ai vu ses mains posées sur ses genoux se serrer en poing. C'était la première fois que sa mère reconnaissait sa responsabilité devant lui sans utiliser de l'arme pour le forcer, sans utiliser les liens du sang pour l'entraîner. Il a demandé doucement, « Maman, as-tu bien réfléchi à cela ?» Eleanor a hoché la tête, de nouvelles larmes coulant. Mais sa voix n'était plus paniquée, « J'y ai pensé toute la nuit. Si je continue à cacher les choses, non seulement Owen sera détruit, mais toi, Elisa et tous ceux qu'il a escroqués seraient entraînés aussi. J'ai eu tort. J'assumerai ma part de responsabilité. » Lorsqu'elle a prononcé mon nom, elle a hésité un instant, puis a baissé les yeux. « Elisa, à propos de la veille de Noël, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Je ne te demande pas de l'oublier maintenant. Je te demande juste la permission de faire cette seule bonne chose. » Je l'ai regardé, le cœur lourd. Je ne pouvais pas dire « Ce n'est rien, maman », car ce n'était pas rien. Ces mots de ce jour-là me faisaient encore l'effet d'une brûlure au cœur. Mais en voyant la boîte en métal sur la table, en la voyant se pencher pour ramasser chaque feuille de ses erreurs, j'ai compris. Au moins,
elle voulait vraiment s'arrêter. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Eleanor a sonné. C'était un appel du poste de police où Owen était détenu. Elle a répondu et a mis le haut-parleur parce que ses mains tremblaient. Dès qu'il a compris que sa mère allait apporter toutes les preuves, la voix d'Owen à l'autre bout a hurlé « Es-tu folle? Essaies-tu de me tuer? Si tu révèles tout, comment suis-je censé vivre ?» Eleanor a fermé les yeux, les larmes coulant. Mais cette fois-ci, elle n'a pas paniqué. Elle tenait le téléphone à deux mains, sa voix tremblante mais claire, « Non, je te donne une chance de redevenir un être humain. Si tu continues à mal agir et que tu es toujours protégé, c'est là que tu seras vraiment mort. » À l'autre bout du fil, il y a eu un moment de silence. Puis Owen a recommencé à jurer, à pleurer et à reprocher à sa mère de l'abandonner. Caleb a bougé pour prendre le téléphone, mais Eleanor a secoué la tête. Elle a elle-même mis fin à l'appel et a posé le téléphone sur la table. J'ai vu ses épaules trembler, mais son dos est resté droit. Peut-être que dire ces mots à Owen était plus douloureux que n'importe quelle insulte de quiconque. Mais c'était aussi la première fois qu'elle choisissait ce qui était juste plutôt que ce qui était facile. Ce même matin, Caleb a contacté une avocate, une connaissance de son bureau. Il n'a pas pressé sa mère de se rendre au poste de police dans un état de panique, mais l'a emmené rencontrer l'avocate d'abord pour organiser tous les documents. J'y suis allé non pas pour jouer le rôle d'une belle-fille au bon cœur, ni pour prouver que je pardonnais. J'y suis allé pour m'assurer que tout soit fait correctement, que personne ne soit forcé de confesser plus que sa part, et que personne n'ait l'occasion de continuer à se rejeter la faute. L'avocate était une femme calme d'âge mûr. Après un bref coup d'œil au dossier, elle a expliqué clairement qu'Eleanor avait une part de responsabilité pour avoir signé des lettres de garantie, aidé à emprunter de l'argent et dissimuler certains faits. Mais sa volonté de fournir volontairement des preuves et de coopérer pour retracer les flux de fonds et la liste des victimes serait très importante. Le but maintenant n'était pas de fuir les responsabilités, mais de déterminer clairement qui avait fait quoi, où était allé l'argent, quels prêts étaient légitimes et lesquels impliquaient de la coercition ou des pratiques illégales. Eleanor était assise et écoutait, ses mains jointes sur ses genoux, hochant parfois la tête. La femme qui avait autrefois si peur de perdre la face qu'elle avait jeté sa belle-fille malade dehors, était maintenant assise devant une avocate, racontant chaque fois qu'elle avait vendu de l'or, mis en gage ses économies et emprunté à des connaissances pour sauver Owen. Sa voix se brisait parfois, mais elle continuait de parler. Caleb était assis à côté de sa mère, ne la serrant plus dans ses bras pour la réconforter comme il l'aurait fait auparavant. Mais il plaçait toujours un verre d'eau devant elle chaque fois qu'elle s'étouffait de chagrin. C'était sa façon d'assumer son devoir, non pas en protégeant une erreur, mais en n'abandonnant pas non plus sa mère seule face aux conséquences de ses actes. Cet après-midi-là, alors que nous quittions le cabinet de l'avocate pour nous préparer à faire une autre déclaration, Eleanor marchait plus lentement que d'habitude. Elle ne parlait plus d'une voix aiguë, n'ajustait plus ses vêtements pour paraître élégante, ne craignait plus d'être vue dans un état de faiblesse. Elle serrait simplement la vieille boîte en métal contre sa poitrine, comme si elle embrassait la vérité amère qu'elle avait si longtemps évitée. Je marchais derrière elle, regardant son dos et comprenant que certaines prises de conscience arrivent très tard. Mais si quelqu'un ose encore faire un pas vers la lumière, alors au moins, parmi les ruines de la destruction, il reste une conscience qui n'est pas tout à fait morte. Après Noël, tout a suivi la voie qu'il aurait dû prendre depuis longtemps. Owen a été poursuivi pour ses actes. Une par une, les victimes ont présenté leurs preuves de transfert, leurs conversations et leurs reçus aux autorités. Certains étaient en colère, d'autres pleuraient en racontant comment les économies de leur vie s'étaient volatilisées. Chaque fois qu'elle entendait une nouvelle histoire, Eleanor baissait la tête un peu plus. Peut-être comprenait-elle enfin que les erreurs d'Owen n'avaient pas seulement détruit sa propre famille. Elle a dû vendre ses derniers biens personnels pour couvrir partiellement les pertes. Ce n'était pas suffisant pour tout couvrir, mais c'était au moins une partie de la responsabilité qu'elle pouvait assumer elle-même. Caleb s'est assuré que sa mère ne soit pas menacée par des usuriers et ne l'a pas laissée seule dans sa vieillesse avec un état mental ébranlé. Il l'a aidé à traiter avec l'avocate, en triant quelles dettes étaient légitimes et lesquelles devaient être signalées. Mais il a tenu sa promesse envers moi, il n'a pas vendu notre maison, ne s'est pas endetté à nouveau et n'a signé aucun document pour assumer les responsabilités financières d'Owen. Un après-midi, après avoir terminé une réunion avec l'avocate, Eleanor s'est assise pensive dans un couloir. Elle était plus mince, ses cheveux grisonnants n'étaient plus teints avec soin comme auparavant. Je l'ai regardée un instant, puis j'ai demandé, « As-tu pris tes médicaments pour la tension, maman ?» Elle a levé les yeux,
surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je me souvienne de cela. Je n'ai rien dit de plus. J'ai juste appelé un taxi pour l'emmener chez le médecin pour un contrôle. Dans la voiture, nous nous sommes assises côte à côte dans un long silence. Dehors, par la vitre, les rues de l'après-Noël étaient plus calmes. Les décorations de fêtes flétries étaient jetées sur le bord de la route. Le rouge des panneaux « Joyeux Noël » avait pâli. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant la clinique, elle a soudain dit très calmement, la veille de Noël, je t'ai insulté de la sorte, pourquoi acceptes-tu encore de m'emmener chez le médecin? J'ai regardé ses mains minces et tremblantes sur ses genoux. Mon cœur ne me faisait plus mal comme autrefois, mais la cicatrice était toujours là. J'ai répondu lentement, je n'ai pas oublié, maman. Il y a des mots que, une fois entendus, on retient pour toute une vie, mais je ne veux pas devenir le même genre de personne que celle qui m'a blessé. Eleanor a tourné son visage vers la vitre. J'ai vu ses épaules trembler légèrement. Elle ne s'est pas excusée immédiatement, et n'a pas fait de grandes déclarations. Un moment plus tard, elle a simplement hoché la tête lentement, comme pour accepter que certaines erreurs ne peuvent être effacées par les seules larmes. À partir de ce jour, elle n'a plus jamais haussé la voix sur moi. Parfois, par vieille habitude, elle commençait à dire quelque chose de critique, puis se reprenait. Je savais que changer quelqu'un à son âge n'était pas facile, mais au moins elle commençait à craindre la cruauté de ses propres paroles. Après cela, nous avons décidé de déménager et de vivre séparément. Ce n'était pas parce que je voulais rompre la relation de Caleb avec sa mère, mais parce que je comprenais qu'une certaine distance est nécessaire pour préserver l'intégrité d'une relation. Caleb a dit à sa mère un soir très calmement, « Je serai toujours ton fils. Si tu es malade, je m'occuperai toujours de toi. Si tu as besoin d'une aide raisonnable, je t'aiderai toujours. Mais Elisa n'est plus un endroit où tu peux déverser ta colère. Et notre maison n'est plus un coffre-fort qui peut être vidé chaque fois que quelqu'un commet une erreur. » Eleanor a écouté, puis a baissé les yeux pendant un long moment. Si cela s'était produit par le passé, elle l'aurait peut-être maudit comme un fils ingrat, pleurant tout en énumérant tout ce qu'elle avait fait pour lui. Mais cette fois-ci, elle a simplement dit « Je comprends ». 3 mots simples, mais pour nous, ils pesaient plus lourd que n'importe quelle promesse, car c'était la première fois qu'elle ne luttait pas pour savoir qui avait raison. Owen n'était plus le beau-frère paresseux allongé sur le canapé à me critiquer. Après avoir suivi le processus judiciaire, il a dû faire face aux conséquences de ses propres actes. Je ne me sentais pas triomphante. Honnêtement, lorsqu'une famille a un membre qui a des ennuis avec la justice, il n'y a pas de vainqueur. Le coupable doit payer le prix, et ceux qui restent doivent apprendre à vivre avec une fêlure qui ne guérit pas facilement. De nombreuses nuits, Caleb s'asseyait pensif sur notre balcon. Je ne lui demandais pas à quoi il pensait, je posais simplement une tasse de thé chaud à ses côtés. Il y a une tristesse chez un homme qu'il ne formule pas, mais que la personne à ses côtés peut ressentir. Le Noël suivant, Eleanor a envoyé une petite plante de poinsettia et une boîte de fruits à notre maison. Ce n'était pas cher, juste quelques oranges disposées proprement. Au-dessus se trouvait un mot écrit à la main, d'une écriture un peu tremblante, « Je ne m'attends pas à ce que tu oublies, j'espère seulement qu'un jour la blessure fera moins mal. » J'ai lu le mot plusieurs fois, puis je l'ai rangé dans un tiroir. Je n'ai pas appelé cela un pardon total, car le cœur humain n'est pas une porte qui s'ouvre si facilement. Mais j'ai accepté ces oranges comme le signe que même la haine peut être déposée peu à peu. Après que tout soit passé, je pense toujours que ce Noël-là a été le plus douloureux de ma vie. J'ai eu une forte fièvre, j'ai été jeté hors de la maison et j'ai vu la famille de mon mari être détruite par des secrets longtemps enfouis. Mais ce Noël a aussi été ce qui m'a aidé à m'accrocher aux choses les plus importantes, ma santé, mon respect de moi-même et un mari qui a enfin su où il devait se tenir.